Il s'est retrouvé dans un monde martial et est devenu le fiancé de la puissante impératrice. Rêvant d'une vie paisible à ses côtés, il mise tout sur cette union, mais il finit par provoquer involontairement la colère de l'impératrice. Et pour tester sa fidélité, l'impératrice échafaude alors un curieux plan. Elle envoie sa meilleure amie pour le séduire. Va-t-il résister? Et l'impératrice, veut-elle vraiment qu'il échoue ou est-elle simplement confuse? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cela vous plaît. Sur le continent Quenyuan, la force martiale est ce qui compte vraiment et décide de tout. Les artistes martiaux évoluent à travers 9 niveaux, devenant plus forts à chaque pas. On dit qu'un artiste martial de 9e niveau peut renverser les cieux et affronter 10 000 hommes sans jamais perdre. Pourtant, dans l'État oriental, il existe une nation si forte que personne n'ose provoquer l'Empire martial. Car l'Empire martial abrite la plus jeune artiste martiale de 9e niveau de l'histoire, l'impératrice Wuxin. Cependant, cette puissante impératrice martiale cache un secret intéressant concernant sa vie personnelle. Cette impératrice martiale extraordinairement puissante se trouve aussi être la fiancée de notre protagoniste. Elle est l'impératrice martiale de l'Empire martial, connue sous le nom de Wuxin, et elle semble un peu embarrassée. Soudain, un officiel se plaint avec indignation d'un tel comportement à la cour, qualifiant cela d'absurdité. Jiarani, un officiel de l'Empire martial, exige que le prince consort Wenming soit puni pour indécence. Il demande à Sa Majesté d'annuler les fiançailles et de retirer immédiatement le titre de noblesse du jeune homme. Notre héros pense, irrité, que cette bande de vieux bruyants ne fait que contrecarrer ses plans. Il marmonne que ce groupe de vieillards décrépits complote toujours pour ruiner son rêve d'une vie facile. Son nom est Wenming, et il n'était qu'un simple employé de bureau sur Terre. Après avoir obtenu son diplôme, il a fini dans une entreprise d'exploitation, croyant aux promesses vides de son patron. Il a tellement travaillé, cumulant les heures supplémentaires, qu'il est littéralement tombé mort devant son ordinateur un jour. Dans cette nouvelle vie, il a renaquis en tant que fils du grand maréchal de la frontière du Nord, le marquis du Nord. Avec un passé aussi prestigieux, il pensait pouvoir enfin vivre une vie de luxe et de détente. Cependant, son père fut assigné à la garde de la frontière du Nord et emmena tout le monde, ne laissant que le garçon derrière lui. Cela a complètement détruit ses plans pour une vie facile et tranquille dont il rêvait tant. Mais le ciel ne ferme jamais toutes les portes, et son père avait laissé un contrat de mariage impérial avec le défunt empereur. Sa fiancée n'était autre que la future impératrice martiale Wuxin, ce qui l'a beaucoup excité. À partir de ce moment, les intérêts de Wuxin devinrent aussi ses intérêts, afin de lui plaire. Tout ce que Wuxin voulait, il le voulait aussi, et le jeune homme ferait tout pour être toujours à ses côtés. S'accrocher à l'impératrice martiale devint son nouvel objectif de vie pour avoir la paix et une belle vie. Ce n'est qu'en s'accrochant fermement à elle qu'il pourrait se détendre sans souci et éviter le destin de sa vie passée. Elle, irritée, crie qu'il n'a pas besoin d'utiliser son visage pour l'amasser et lui ordonne de se lever immédiatement. L'impératrice demande combien de fois elle lui a dit qu'elle est le chef et d'arrêter de la traiter comme une enfant, mais il s'excuse. Il pense que les adolescentes sont problématiques et que s'il n'avait pas besoin d'elles, il ne se donnerait pas la peine de faire semblant. L'officiel hurle que Wenming ose toucher le corps impérial et qu'il doit le punir pour manque de respect envers le trône. Le jeune homme dit qu'il ne faisait qu'alléger la tension de sa femme et accuse les vieux d'intrigue, mais l'officiel l'accuse de diffamation. Le garçon ordonne au vieil homme de se taire tandis que l'officiel ajoute un autre crime à la liste du prince consort. Soudain, l'impératrice prend la parole avec un air sérieux et dit que cette discussion insensée a assez duré. Elle libère alors sa puissante aura et crie pour que tout le monde se taise immédiatement dans la grande salle. Les officiels sont pris par surprise par l'explosion de pouvoir et sont projetés en arrière par sa force. L'impératrice réprimande tout le monde, disant qu'elle les a convoqués pour discuter des affaires de l'État, non pour se quereller pour rien. Effrayés, les officiels ne parviennent qu'à bégayer le nom de Sa Majesté, craignant la fureur de la jeune femme. Ils s'inclinent rapidement en excuses, reconnaissant leur erreur et disant qu'ils n'oseraient plus une telle chose. Le jeune homme sourit victorieusement et dit que sa chère épouse en a déjà assez de leur futilité bureaucratique. Cependant, l'un des officiels ne semble pas du tout content de la situation et regarde avec colère le jeune prince. Il pense que lorsqu'il épousera Wuxin dans un an, il fera implorer miséricorde à genoux à ces vieilles badernes. Alors l'impératrice se tourne vers lui et le réprimande pour son comportement inapproprié à la cour royale. Elle dit qu'ils ne sont que fiancés et lui demande de ne pas l'appeler épouse, sinon nonchalamment jusqu'au mariage officiel. La jeune femme pousse un soupir après toute cette confusion et essaie de garder son sang-froid devant les autres. L'impératrice décide de retourner aux affaires officielles et le jeune homme pense qu'il lui montrera les règles de la famille après le mariage. Elle demande ce qu'il marmonne et il dissimule en offrant un autre massage, après tant de temps assise. Wuxin refuse, disant qu'elle doit se concentrer sur les affaires de l'État et demande le rapport de la frontière du Nord. Un officiel informe qu'ils ont reçu des informations des éclaireurs et que les tribus barbares mobilisent de grandes forces.
Il prévoit probablement d'envahir pendant que le règne de Sa Majesté est encore nouveau et pas totalement établi. Le jeune homme, confiant, dit à l'impératrice de ne pas s'inquiéter, car son père est invincible et les barbares n'oseraient pas traverser. La jeune fille aux cheveux blancs pense que bien qu'il soit un idiot, son père, le marquis du Nord, est un guerrier sans égal. Soudain, un messager entre en courant dans la salle, interrompant tout le monde avec des nouvelles urgentes de la frontière. Les officiels se tournent, surpris par l'arrivée soudaine du messager, haletant et préoccupés par le message. Le messager annonce qu'il apporte un message urgent de la frontière du Nord à l'attention de l'impératrice. La grande maréchale de l'Empire martial, Zhuiyue, s'agenouille et demande à Sa Majesté de jeter un œil au rapport. Le prince consort rit et dit que ce doivent être des nouvelles de son père, écrasant rapidement les forces barbares. Il se tourne vers les officiels et dit que c'est un exemple de la façon dont il contribue à l'Empire. L'impératrice demande qu'on lise le rapport à haute voix et le jeune homme demande qu'on annonce les exploits de son père. Zhuiyue commence à lire le rapport urgent de la frontière du Nord, concernant une grande invasion barbare avec 200 000 soldats. À midi, le grand maréchal Wen Tian a mené ses forces pour les intercepter et le jeune homme acquiesce fièrement. À la tombée de la nuit, alors que la bataille s'intensifiait, quelque chose de terrible et d'inattendu s'est produit sur le front. La maréchale continue en disant que le grand maréchal Wen Tian a déserté pour rejoindre les barbares, et le jeune homme souriait sans le savoir. Le sourire de notre héros disparaît instantanément, et il est complètement choqué, n'en croyant pas ses oreilles. Zhuiyue saisit alors rapidement le bras du prince consort avec force pour le retenir sur place dans la salle. Elle le jette au sol d'un coup rapide, et le jeune homme crie de douleur et de surprise face à son action soudaine. La maréchale demande à Sa Majesté comment ils doivent traiter Wen Ming, le fils du traître, mais il dit que c'est une erreur. L'officiel s'approche et demande si, même maintenant, il ose donner des excuses, et le jeune homme reste sans voix. Ce même officiel crie qu'il soupçonnait depuis longtemps les ambitions traîtresses du marquis et accuse le fils d'espionnage. Et d'autres officiels acquiescent en hurlant, et l'un suggère qu'ils servent d'exemple tandis qu'un autre demande une exécution lente. L'impératrice reste silencieuse, les yeux fermés, tandis que les conseillers continuent de crier des punitions cruelles. Le jeune homme pense, irrité, quel genre de père trahit ainsi son fils, et s'il allait se rebeller, il aurait pu l'emmener avec lui. Il regarde Wu Xin, pensant qu'il a à peine eu un jour de paix et que son père l'a poignardé dans le dos après tant d'efforts. Désespéré, il crie qu'il ne va pas mourir ainsi et implore Sa Majesté, au nom de leur amitié d'enfance, de lui donner une chance. Les yeux de l'impératrice s'écarquillent un peu, et elle semble surprise ou peut-être touchée par l'appel du jeune homme. Elle baisse les yeux et se souvient de plusieurs moments de leur enfance, jouant ensemble, et lui la consolant. Alors la jeune femme dit qu'elle ne va pas le tuer, et le prince consort demande incrédule si c'est vraiment vrai. Les officiels protestent, demandant à Sa Majesté de ne pas se laisser influencer par ses mensonges et que les traîtres doivent être éliminés. Un officiel plus exalté crie avec force pour que tout le monde fasse silence immédiatement dans la grande salle. L'impératrice affirme qu'il sera épargné mais ne restera pas impuni et sera certainement puni pour ses actes. Le jeune homme accepte n'importe quelle punition, soulagé, et pense que sa flatterie a finalement payé car il a encore de l'espoir. L'impératrice ordonne à Zhuiyue de le jeter dans les cachots et la maréchale acquiesce promptement à l'ordre. Et puis, avec un regard sérieux, elle continue la sentence du prince consort, laissant tout le monde anxieux. Sa Majesté ordonne que le médecin impérial le transforme en eunuque du palais, et le jeune homme reste pétrifié. Les yeux de notre héros s'écarquillent de terreur pure et une sueur froide coule sur son visage désespéré. On coupe sur un grand palais avec plusieurs étages et des lacs aux alentours, montrant la grandeur du lieu. Nous sommes dans la résidence de Wu Xin, au salon des bénédictions et de la tranquillité, un lieu calme et serein. Nous voyons l'impératrice se détendre dans une baignoire tout en arrangeant délicatement ses longs cheveux blancs. Ses pieds plongent dans l'eau cristalline parsemée de pétales de rose flottants, créant une scène relaxante et belle. La jeune femme soupire dans l'eau chaude, paraissant pensive et un peu préoccupée par les récents événements. Ses yeux roses expriment une certaine tristesse ou peut-être une incertitude quant aux décisions qu'elle a prises récemment. Elle réfléchit que les barbares ont attaqué et que le marquis a un otage dans la capitale, se demandant pourquoi il se rebellerait maintenant. À en juger par la réaction de panique de Wen Ming, cela ne semble pas prémédité, et elle se demande quel stratagème est en jeu. Soudain, une voix féminine demande qui rend l'estimée impératrice si sombre et s'approche. La voix continue d'un ton enjoué et suggère que c'est peut-être parce que cette personne lui manque beaucoup. L'impératrice sursaute et appelle Sissi, tandis qu'une fille aux cheveux roses l'étreint par derrière dans la baignoire. Tao Sisi, une amie proche de Wu Xin et artiste martial de 6e niveau, s'exclame sur la sensation incroyable. Elle continue à complimenter la douceur et l'élasticité de la peau de l'impératrice d'un ton animé et amusé. Wu Xin, irrité, demande pourquoi. Après tant d'années, Sissi ne s'est toujours pas débarrassée de l'habitude de peloter les gens. La fille aux cheveux roses rit et dit qu'elle ne peut pas s'en empêcher quand sa sœur Wu Xin a une si belle silhouette. Elle commente ensuite qu'en parlant de silhouette, les changements dans le corps de l'impératrice au fil des ans ont été extrêmes.
Sissi demande ce que sa sœur Wuxin a dit, mais l'impératrice répond, embarrassée, que ce n'était rien d'important. La jeune femme aux cheveux blancs demande si Sissi ne devrait pas être en train de s'entraîner dans les montagnes, et s'il ne lui restait pas beaucoup de temps pour terminer. Sissi dit de ne pas la sous-estimer car elle a maîtrisé les compétences de son maître il y a longtemps, mais il l'a trouvée imprudente. Cependant, après avoir appris l'ascension de l'impératrice au trône, le maître de Sissi l'a envoyé pour l'aider à gouverner. L'ami dit que le chemin d'un empereur est semé d'embûches et que sa majesté peut toujours la consulter. Tao Sisi jure au nom de la secte des 8 trigrammes d'aider sa majesté à surmonter tous les obstacles sur son chemin. L'impératrice regarde son amie et admet qu'il y a en effet quelque chose dont elle doit discuter avec elle à ce moment-là. Sissi s'anime et demande si c'est de la politique de cour ou un prince complotant une rébellion, perdant son sérieux. Wuxin est mal à l'aise et dit qu'elle a une amie avec un problème, et Sissi écoute attentivement l'histoire. Cette amie a reçu une immense bonté d'un aîné et en gratitude a accepté un pacte de mariage avec son fils. Pendant plus d'une décennie, son amour d'enfance l'a incroyablement bien traité, toujours attentionné et réalisant ses caprices. Mais récemment, elle a découvert que cet aîné avait déserté pour rejoindre l'ennemi et était devenu son adversaire direct. Avec le mariage approchant, elle ne sait pas comment faire face à son fiancé, fils d'un traître, et craint l'avenir. Sissi interrompt et demande si cette amie n'est pas l'impératrice elle-même, et Wuxin devient nerveuse à cette question. La fille aux cheveux roses rit, pensant que l'impératrice s'inquiète pour quelque chose de simple, et elle demande une suggestion. Sissi se souvient que son maître disait que même si un homme contrôle ses paroles, il ne contrôle pas son corps, et l'infidélité apparaît. Elle suggère que quelqu'un de confiance teste secrètement le fiancé pour voir s'il a un cœur volage ou s'il est loyal. L'impératrice devient pensive face à la suggestion de son ami et envisage l'idée de tester le prince consort. Wuxin déclare alors qu'elle a pris une décision et Sissi, curieuse, demande ce qu'elle a décidé de faire. La jeune femme aux cheveux blancs semble déterminée à suivre le conseil et à découvrir la vérité sur son fiancé. L'impératrice déclare qu'elle a décidé que Sissi sera celle qui séduira son fiancé, laissant son ami choqué. Les yeux de Sissi brillent d'un mélange de surprise et peut-être d'un peu de peur face à cette tâche inattendue. La scène change pour un lieu sombre, avec une grande construction traditionnelle en arrière-plan, indiquant une tension. Quelqu'un affûte une lame sur une pierre à aiguiser, créant des étincelles et un son de mauvais augure dans l'environnement. Un homme chauve avec un couteau demande au jeune marquis s'il est prêt, mais le jeune homme nie désespérément. Mais le jeune homme nie désespérément. Mais le jeune homme nie désespérément. Wen Ming crie qu'il a été faussement accusé et que Xiaoxin n'a dit cela que pour calmer les ministres. L'homme lui ordonne de se taire et lui enfonce un chiffon dans la bouche pour le réduire complètement au silence. L'exécuteur dit que tout le monde sait que son père est un traître et que s'il ne fait pas le travail, sa tête roulera. Il essaie de calmer le jeune homme en disant de ne pas avoir peur, que ce ne sera qu'une coupure et que ça ne fera plus mal. Le jeune homme bâillonné pense, paniqué, s'il va devenir le premier transmigré castré de l'histoire. Soudain, la porte est défoncée d'un coup de pied et Sissi apparaît à l'entrée, surprenant les deux hommes. Sissi, souriante, annonce un décret impérial et dit que la tâche de Wen Ming lui a été réassignée. Le prince consort pleure de soulagement, pensant qu'il savait que Xiaoxin ne supporterait pas de se séparer de lui ainsi. L'exécuteur, confus, confirme que c'est un édit impérial, mais le contenu semble différent de ce à quoi il s'attendait. Sissi, avec un sourire radieux et une énorme épée dans le dos, déclare que l'ordre sera exécuté par elle. Le visage de l'exécuteur se tord de pure horreur en voyant la fille avec cette arme gigantesque et effrayante. Wen Ming, désespéré, crie qu'il préfère que l'oncle fasse le travail, et l'homme s'enfuit en courant. L'épée de Sissi est plantée dans le sol juste devant le jeune homme ligoté, qui regarde terrifié la lame. Il demande si Xiaoxin ne lui a pas épargné la vie, et si Sissi est là pour le castrer ou l'assassiner avec ce couteau. Sissi, avec un sourire sinistre, dit qu'il devrait être reconnaissant d'avoir la personne la plus intelligente comme compagne de misère. Sissi dit que ça suffit de bavarder et s'élance vers lui, mais le jeune homme la supplie d'attendre, effrayé. La fille est surprise et confuse par quelque chose qu'elle voit, et ses yeux roses s'écarquillent soudainement. Elle fixe cela et semble ne pas croire ce qu'elle voit en ce moment de tension. Sissi se demande comment elle va couper cela et si elle doit tout enlever, tandis que le jeune homme crie qu'elle ne sait pas. Soudain, quelque chose se passe et le prince consort baisse les yeux avec une expression de choc et de douleur. Du sang gicle et Sissi regarde, surprise, le résultat inattendu de son action avec l'épée géante. L'ancien exécuteur commente que la grande dynastie Wu a maintenant un eunuque de plus, d'un ton de lamentation. Le jeune homme crie à Sissi d'arrêter de regarder et de l'aider à arrêter rapidement le saignement avant que ça n'empire. Elle sourit, mal à l'aise, et dit qu'elle a oublié un petit détail important sur elle-même à ce moment-là. Sissi s'évanouit alors en voyant le sang car elle en a une peur bleue et tombe par terre laissant le jeune homme encore plus désespéré. Wen Ming panique totalement en voyant la fille évanouie et lui saignant sans personne pour l'aider. Il lui crie d'arrêter le saignement avant de s'évanouir complètement, mais il est déjà trop tard pour cela. La scène change pour le salon de l'intendant sous le clair de lune, montrant un lieu tranquille et silencieux. Le jeune homme se demande d'où venait cette servante folle du palais et qu'elle a été très cruelle avec lui.
Il pense que, heureusement, l'idiote s'évanouit en voyant le sang et n'a pas remarqué que la coupure n'était qu'à la cuisse. Le protagoniste a eu de la chance cette fois et ne peut laisser personne découvrir qu'il n'a pas vraiment été castré. Soudain, il entend un bruit et sursaute, pensant que quelqu'un vient vérifier sa situation. Des pas s'approchent de la porte et le jeune homme se tend, ne sachant pas qui arrive en ce moment délicat. Sissi entre souriante et demande si Jowen va bien, amenant un spécialiste des eunuques pour le voir. Le grand chambellan eunuque sourit et dit que c'est juste quelqu'un avec plus d'expérience pour aider. Sissi appelle Jowen en le voyant bouger sous la couverture, mais il ne répond pas à son appel. Elle demande ce qui ne va pas et l'eunuque dit qu'il retient ses larmes et comprend ce sentiment. Le jeune homme pense avec colère que l'eunuque ne comprend rien et qu'il essaie juste de cacher la vérité. Si ce n'était la peur d'exposer son secret, il aurait déjà donné un coup de poing à ce vieil eunuque irritant. Sissi minimise en disant que ce ne sont que quelques grammes de chair et demande s'ils peuvent encore être de bonnes sœurs. Elle s'approche avec un sourire et le jeune homme sent un frisson face à l'attitude étrange de la fille. Soudain, il commence à crier et à pleurer désespérément, surprenant la fille aux cheveux roses par sa réaction. Sissi demande s'il pleure vraiment et si devenir eunuque est si douloureux pour lui en ce moment. Elle demande alors à l'eunuque Ahai combien de temps il a mis pour se remettre de la castration, et il répond que cela varie. A dit qu'à en juger par l'état de Jowen, il ne court aucun danger et que le palais a gagné un excellent camarade. L'eunuque prend congé, les laissant seuls, et le jeune homme pense qu'il va lui faire payer tout cela. Sissi se tourne vers le jeune homme qui est allongé sur le lit, et il semble irrité par sa présence. Il la complimente sarcastiquement et demande si elle peut partir maintenant qu'il va bien, mais elle sourit. Sissi dit qu'elle a été désignée par l'impératrice pour s'occuper de lui et sera responsable de tout jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Le protagoniste réalise que Xingxin le soupçonne toujours et que cette folle a été envoyée pour le surveiller de près. Sissi s'agenouille à côté du lit et le jeune homme reste allongé, essayant d'ignorer sa présence. Elle demande s'il a mangé quelque chose depuis qu'il a été attrapé et dit qu'elle lui a apporté de la nourriture. Le jeune homme pense qu'au moins cette folle a une once de conscience de se préoccuper de sa faim. Sissi lui demande d'ouvrir la bouche pour le nourrir, mais il regarde avec méfiance la nourriture qu'elle a apportée. Elle lui enfonce un pain entier dans la bouche d'un coup, et le jeune homme s'étouffe, incapable de respirer correctement. Le jeune homme pense, désespéré, que cette femme essaie définitivement de le tuer avec autant de nourriture dans la bouche. Sissi demande s'il s'est endormi après quelques bouchées, et l'esprit du jeune homme flotte hors de son corps. Elle décide de ranger la cour, et pense qu'elle a peut-être du talent pour s'occuper des gens tout en sortant en fredonnant. Soudain, le jeune homme recrache avec force et soulagement tous les pains qu'elle lui avait enfoncés dans la bouche. Il marmonne que ce palais n'est pas un endroit où un homme peut survivre, et que s'il continue ainsi, il y mourra. Le protagoniste pense que, heureusement, celle qui le surveille n'est qu'une femme faible, et regarde un bâton à proximité. S'il parvient à s'occuper d'elle, il aura une chance de s'échapper du palais et de se sortir de cette situation. La scène montre la cour extérieure du salon de l'intendant la nuit, sous la lumière de la pleine lune brillante. Le jeune homme s'approche furtivement de Sissi qui balaie la cour, distraite par sa tâche. Elle se plaint qu'une formation rocheuse est sur son chemin, et le jeune homme se prépare à l'attaquer par derrière. Sissi détruit alors le rocher d'un coup de balai et se plaint de la saleté en dessous, surprenant le jeune homme. L'œil du protagoniste brille d'un mélange de surprise et peut-être d'un peu de peur face à sa force. Elle demande pourquoi Jowen est debout et il invente qu'il doit utiliser les toilettes rapidement pour dissimuler. Sissi se demande s'il a besoin d'un bâton en bois juste pour aller aux toilettes, et il reste sans réponse. Le jeune homme dit qu'il a été castré et ne peut pas marcher sans soutien, mais Sissi lui dit alors de faire attention. Il pense qu'elle semble délicate mais forte, et que les couteaux de la castration étaient énormes et insensés. Sissi observe le jeune homme s'éloigner en boitant avec le bâton et semble un peu méfiante de son attitude. Soudain, elle voit Xingxin caché dans les buissons, observant tout, et est surprise par sa présence. L'impératrice, irritée, demande pourquoi Sissi l'a vraiment castré, alors que c'était juste pour l'effrayer et obtenir des informations. Sissi essaye de s'expliquer mal à l'aise, et l'impératrice pense maintenant à ce qu'il faut faire puisqu'il est un eunuque. Xingxin se demande quel est l'intérêt de tester sa loyauté maintenant qu'il est censé être un eunuque. Sissi demande alors si l'impératrice aime vraiment ce type, mais elle nie rapidement, le visage rouge. Xingxin justifie qu'un eunuque n'aurait aucune ambition, et Sissi est d'accord avec sa pensée. La fille aux cheveux roses dit avoir un moyen de tester s'il a des intentions traîtresses, et l'autre est stupéfaite. Elle révèle que les murs des toilettes du palais sont très bas, et que s'il est rebelle, il essaiera de s'enfuir par là. Sissi continue d'expliquer qu'elle a déjà installé des pièges à l'extérieur des murs, et qu'il n'y a pas de garde qui patrouille. Ainsi, s'il escalade le mur, son identité de traître sera scellée, tandis que le jeune homme commence déjà l'ascension. Le protagoniste sourit avec confiance, pensant que ce petit palais ne le retiendra pas et qu'il prendra son trône. Avec un sourire malicieux, Sissi dit qu'après un peu de persuasion, il avouera, mais Xingxin trouve cela excessif. Soudain, un cri de douleur retentit, effrayant les deux filles qui regardent dans la direction du son. Sissi s'exclame, excitée, qu'il a dû déclencher le piège en essayant de s'échapper et qu'elle va le prendre en flagrant délit. L'impératrice semble déçue et pense si Wenming lui mentait depuis le début sur sa condition.
Le cri d'agonie continue tandis que la scène change pour un autre lieu, montrant un toit du palais la nuit. Pendant ce temps, l'eunuque Ahai ordonne à ses subordonnés de rester attentifs et de feindre la surdité pour certains bruits suspects. Quelques pigeons blancs volent rapidement dans la cour, passant près de l'eunuque et de ses hommes de garde. L'un des pigeons est touché en plein vol par un petit projectile et laisse tomber un message attaché à sa patte. L'eunuque Ahai attrape habilement le parchemin tombé de l'oiseau, messager avant qu'il ne touche le sol. Il déroule alors le petit message pour lire le contenu qu'il vient de recevoir secrètement. Après avoir lu le billet, l'eunuque plus âgé se confirme que l'information est réellement vraie. Tenant un talisman en flamme, il réalise que cette chose est réellement entre les mains du gamin de la famille Wen. Sissi court en suivant une traînée rouge sur le sol et crie que ce génie a finalement réussi à l'attraper. D'un coup de pied, elle défonce la porte des toilettes et ordonne au jeune homme de ne même pas penser à lui échapper maintenant. La fille est choquée de voir Wenming assis sur les toilettes, avec beaucoup de sang jaillissant de son entrejambe. Qingxin arrive peu après et est effrayé par tant de sang, tandis que Sissi s'évanouit à nouveau sous l'impact de la scène. Le jeune homme crie, demandant si elles sont perverses et si même un eunuque aux toilettes vaut la peine d'être observé ainsi. Il semble furieux et dit qu'elles ne l'ont pas seulement castré, mais qu'elles veulent maintenant l'humilier de cette manière cruelle. Puis il saute de façon dramatique et plus de sang gicle tandis qu'il les défie de voir son état lamentable. Wenming rit follement, demandant pourquoi elles ne regardent pas et leur ordonne de graver cette vision honteuse dans leur esprit. Shinshin est horrifié par le sang qui gicle sur son visage, tandis que le jeune homme continue de crier ses paroles. Il insiste sur le fait que tout est un malentendu, mais la scène de sang jaillissant continue, rendant tout plus dramatique. Dans un acte de désespoir fin, le protagoniste se jette contre le mur, comme s'il était en grande agonie. Shinshin, toute sale et nerveuse, dit à Sissi évanouie qu'elles doivent partir et s'excuse auprès du jeune homme. Un petit sourire apparaît au coin de la bouche du protagoniste, indiquant que son plan fonctionne bien. Tombé au sol, il pense, soulagé, qu'il a finalement réussi à les tromper toutes les deux avec son jeu convaincant et théâtral. L'impératrice réveille Sissi irritée et se plaint que son idée lui a fait perdre la face devant Wenming. Sissi essaye de calmer son ami en disant qu'il n'est qu'un eunuque et n'oserait pas répandre la honte de sa majesté. Furieuse, Qingxin tire la joue de Sissi et demande qui lui a ordonné de le castrer réellement, et la fille admet son erreur. L'impératrice réfléchit qu'elle ne s'attendait pas à des blessures aussi graves et qu'il a tant saigné rien qu'en utilisant les toilettes. Qingxin donne alors une nouvelle tâche à Sissi, s'occuper de Wenming sans ruse jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Elle prend congé en ordonnant à Sissi d'être bonne avec le jeune homme, et la fille aux cheveux roses comprend l'ordre reçu. L'impératrice pense, soulagée, que heureusement il ne l'a pas vraiment trahi et sourit tendrement à elle-même. Le protagoniste marmonne si même pour aller aux toilettes, elles le suivent et réalisent qu'elles sont vraiment méfiantes. Il regrette que sa blessure se soit rouverte en escaladant le mur, et que c'est pourquoi il est toujours coincé là, souffrant beaucoup. En s'éloignant, Sissi regarde derrière elle avec une expression sérieuse et pensive sur toute la situation. Avec un regard déterminé, elle pense qu'elle n'est pas aussi facile à tromper que Wuxin et qu'elle va exposer ses vraies couleurs. Allongé sur le lit, le jeune homme pense qu'après avoir été tourmenté par la folle et perdu tant de sang, il peut enfin se reposer. Tenant une cuillère, il réfléchit que les toilettes étaient une chance de s'échapper, mais il ne paria pas tout sur un seul endroit. Le jeune homme se souvient de films de sa vie passée et pense que s'il creuse par les égouts du palais, il réussira à sortir de là. Soudain, Sissi l'appelle pour l'aider à porter un énorme sac et le surprend par son apparition soudaine. Elle demande pourquoi il se faufile, et le jeune homme nerveux dit qu'il a perdu beaucoup de sang et se reposait. La fille aux cheveux roses doute s'il pense que ce génie est idiot et remarque du coin de l'œil qu'il cache quelque chose. Il demande pourquoi elle est dans sa chambre avec tant de choses, et Sissi pose un paquet sur son lit. Elle dit que Sa Majesté lui a ordonné de s'occuper de lui et que c'est pourquoi elle habitera avec lui, et commence à enlever ses vêtements, le choquant. Sissi sourit face à la réaction exagérée du jeune homme et ne comprend pas la raison de tant d'étonnement de sa part. Elle continue de se déshabiller et demande ce qu'un eunuque ferait même si elle était nue, rendant Wenming nerveux. Déjà peu vêtue, Sissi pense que la vieille a dit que les hommes somnolents sont faciles à faire parler et que c'est la chance parfaite. Le jeune homme se couvre le visage, embarrassé, et pense que même en étant eunuque, ce n'est toujours pas approprié. Son œil montre à quel point il est tendu et mal à l'aise face à cette situation inattendue et embarrassante dans la chambre. Wenming sursaute lorsque Sissi s'approche par derrière lui au sol et demande ce qu'elle fait là. Avec un regard innocent, elle répond qu'elle applique évidemment le remède nécessaire sur son dos à ce moment-là. Le jeune homme crie qu'il n'a pas besoin d'aide et peut le faire seul, tandis que son visage montre la panique et l'embarras. Sissi demande alors si l'impératrice aime vraiment ce type, mais elle nie rapidement, le visage rouge. Il pense, indigné, que cette femme folle a un corps incroyable et se demande quel genre d'homme elle pense qu'il est. Un champignon avec un visage apparaît et le jeune homme réalise qu'elle n'a même pas besoin de baisser son pantalon pour découvrir la vérité. Sissi lui ordonne d'arrêter de se tortiller et le protagoniste, désespéré, pense qu'elle est trop forte et qu'il est perdu. La fille aux cheveux roses s'arrête et demande ce qu'il cache avec une expression curieuse et méfiante. Le visage déterminé, il pense que pour maintenir son déguisement, il n'a pas d'autre choix que d'agir rapidement.
Du sang jaillit à nouveau et Sissi crie, effrayée, tandis que le jeune homme pense qu'il est temps de refaire le vieux tour. La fille panique face à tant de sang, et le protagoniste pense, soulagé, qu'il a à peine réussi à s'échapper cette fois. Il marmonne que cette femme a non seulement ruiné sa vie, mais qu'elle prend maintenant même son lit pour dormir. Regardant la cuillère, il réalise qu'à ce rythme, il sera bientôt démasqué et doit hâter son plan d'évasion. Soudain, une main touche son visage de manière inattendue et l'effraie, tandis qu'il tient fermement la cuillère. Sissi l'étreint par derrière en dormant et murmure à Joe Wenzi d'avouer rapidement, laissant le jeune homme tendu et surpris. Il pense, irrité, qu'elle l'interroge même en dormant et se demande quel genre de posture pour dormir est-ce là. La fille continue de parler en dormant et dit qu'elle va l'attraper maintenant, rendant le protagoniste encore plus nerveux. Dans son sommeil, Sissi parle de sa faiblesse et sa main glisse vers un endroit très dangereux et délicat. Sa main saisit quelque chose et le jeune homme est choqué et désespéré car elle l'a vraiment attrapé cette fois. Il implore les cieux que quelqu'un le tue rapidement car la situation est devenue insoutenable et trop humiliante. Le protagoniste pense que, heureusement, elle dort comme une souillon et n'a pas tenu jusqu'au matin, sinon il aurait été démasqué. Il se lève épuisé et pense qu'il est vraiment un homme aux 9 vies, tandis qu'une silhouette effrayante l'observe. Le jeune homme se réveille effrayé et voit la silhouette sombre de Sissi au-dessus de lui, les yeux brillants dans l'obscurité de la nuit. Sa main saisit son poignet avec force, tandis qu'elle le fixe avec une expression effrayante et intense. Sissi demande d'une voix menaçante ce que Joe Wenzi cache là-dessous, et le jeune homme est terrifié. Elle se positionne au-dessus de lui et répète la question tandis que le protagoniste est paralysé de peur et de surprise. Avec un sourire malicieux, elle demande ce qu'est cette chose dure qu'elle a sentie, et le jeune homme panique. Il crie, désespéré, « Pas là !» et pense qu'il est fini, car ses 2 têtes seront bientôt coupées. Sissi, avec un regard sinistre, lui dit de la laisser voir, et le protagoniste se prépare au pire à ce moment-là. Soudain, elle apparaît tenant la cuillère dorée, et le jeune homme reste sans voix face à ce revirement inattendu. Elle demande pourquoi il porte une cuillère, et il invente qu'il avait faim et cherchait quelque chose à manger. Sissi trouve cela ennuyeux, et jette la cuillère de côté tandis que le jeune homme l'observe avec soulagement et stupeur. Il pleure de soulagement, pensant que, heureusement, il a caché la cuillère là, sinon cette folle aurait tout découvert. La fille dit d'oublier cela car elle a promis de s'occuper de lui et ne peut pas le laisser mourir de faim, et lui ordonne de se lever. Le jeune homme demande nerveusement ce qu'elle entend par petit déjeuner, tandis que Sissi cherche quelque chose dans un grand sac. Avec un sourire radieux, elle montre un panier rempli de gros pains moelleux pour qu'il mange le matin. Le protagoniste est horrifié à la vue de tant de pain, et un éclair semble le frapper de pur désespoir. Il lui crie de rester loin tandis qu'un toit du palais est montré au loin sous un ciel bleu clair. 7 jours plus tard, la scène montre le toit d'un bâtiment du palais sous la forte lumière du soleil matinal. L'eunuque Ai apparaît et dit que Joe Wenzi a eu le temps de se rétablir et qu'il apprendra maintenant à servir son maître. Sissi salue l'eunuque Ai et dit qu'il est arrivé juste à temps, tandis que le jeune homme semble épuisé à table. Elle informe que Wen Ming a été bien soigné ces derniers jours et peut déjà se déplacer normalement, le laissant désolé. L'eunuque pense que le jeune homme n'a pas l'air bien du tout et suggère quelques jours de repos supplémentaires pour lui. Wen Ming saisit le bras de l'eunuque Ai avec force et désespoir, le suppliant de l'emmener loin de là. Il crie qu'il n'a pas besoin de plus de jours et qu'il l'emmène n'importe où, tandis que l'eunuque lui demande de se calmer. L'eunuque Ai prévient qu'il emmènera Joe Wenzi, et Sissi lui demande de bien s'occuper du jeune homme, qui semble soulagé. Sissi réfléchit que ce furent 7 jours sans faille et se demande s'il n'a vraiment rien à voir avec la rébellion. Le protagoniste dit qu'il fera n'importe quoi pour ne pas retourner aux soins de Sissi, et l'eunuque rit de la situation. L'eunuque Ai regarde le jeune homme avec une expression sérieuse et pensive sur son avenir au palais royal. Il dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter, car il a déjà été gendre impérial, et il lui trouvera une bonne position. Wen Ming remercie, et l'eunuque minimise, mais le jeune homme se méfie du changement rapide d'attitude du vieil eunuque. L'eunuque appelle Joe Wenzi à entrer, et une pancarte indique qu'ils sont arrivés à la cuisine impériale du palais. Il annonce que le travail du jeune homme sera de tester la nourriture dans la cuisine, et Wen Ming est choqué et bave beaucoup. L'eunuque Ai prévient que la nourriture du palais est divine, mais il ne peut prendre qu'une bouchée pour ne pas déplaire à sa majesté. Le jeune homme comprend les règles et prend une énorme bouchée de 2 cuisses de poulet en même temps, choquant l'eunuque. Avec une colère contenue, l'eunuque lui dit de manger autant qu'il veut, car il est un pauvre type et pense à le gifler. Soudain, le jeune homme s'agenouille devant l'eunuque Ai, qui est surpris par son attitude inattendue. Wen Ming dit que depuis qu'il est entré au palais, l'eunuque a été le seul gentil avec lui et le remercie sincèrement. Il demande alors à l'eunuque Ai de le reconnaître comme son filleul s'il ne voit pas d'inconvénient à cette demande. L'eunuque refuse, disant que le marquis du Nord vit toujours et qu'il ne peut pas l'accepter comme fils de cette manière. Le jeune homme pleure, ému par la noblesse et la droiture de l'eunuque Ai, qui semble ému par la situation. Wen Ming étreint l'eunuque en pleurant et dit qu'il est son vrai père et qu'il lui sera loyal de tout son cœur. Avec un sourire malicieux, le jeune homme pense qu'il utilisera l'eunuque comme tremplin et le fera l'appeler ancêtre plus tard. L'eunuque Ai pense que le jeune homme est un idiot de tomber pour une petite faveur et qu'il se débarrassera de lui quand il aura ce qu'il veut.
Les deux s'étreignent avec fausseté, tandis que des pensées traîtresses traversent l'esprit des deux présents. Wen Ming dit qu'une bouchée ne le rassasie pas et suggère plus de plats à goûter, et l'eunuque accepte à contre-cœur. L'eunuque Hai se plaint que les plats du palais sont beaux mais ne satisfont pas, et l'emmènera donc ailleurs. Le jeune homme demande s'il n'est pas mauvais de manquer le premier jour, et l'eunuque dit qu'en tant que filleul, il n'a pas à s'inquiéter. L'eunuque pense que c'est une bonne chance de vérifier s'il a ça, et ordonne au jeune homme de se préparer à sortir. La scène change pour la rue des Fleurs, montrant une rue animée avec beaucoup de gens qui se promènent la nuit. Des jeunes filles invitent le jeune homme au pavillon Kyonghwa pour prendre le thé, et il réalise qu'il est dans un endroit suspect. Il demande à l'eunuque si c'est ça, sortir manger, et si ce n'est pas scandaleux que deux eunuques visitent un tel lieu. Une femme les guide à l'intérieur en disant que les filles vont les satisfaire, et le jeune homme ne sait pas quoi faire. L'eunuque lui dit de s'amuser et qu'il couvrira toutes les dépenses, laissant le jeune homme nerveux et embarrassé. L'eunuque ordonne à la maquerelle de trouver la plus belle courtisane pour divertir le jeune homme et de rapporter tous ses mouvements. Il pense qu'il y a des rumeurs sur la technique miraculeuse du marquis du Nord et que si c'est vrai, il l'a transmise à son fils. Une courtisane invite le jeune maître à entrer dans la chambre tandis qu'il semble hésitant et mal à l'aise avec tout. Le jeune homme attend dans la chambre et pense que le vieil eunuque l'a trompé en l'emmenant dans un bordel et s'interroge sur ses intentions. Sissi observe de loin et pense que ce type prépare définitivement quelque chose de suspect. Elle est convaincue qu'il complote quelque chose et décide de garder un œil sur lui pour découvrir ses plans secrets. La maquerelle présente une courtisane des régions occidentales, disant que les nobles la rencontrent rarement, et le jeune homme attend. Il réfléchit que l'eunuque Hai sait qu'il est un grand eunuque, mais l'a quand même amené là, et soupçonne un espionnage. Le jeune homme dit qu'il ne s'intéresse pas aux courtisanes et préfère plus de nourriture, mais la maquerelle rit de sa blague. Elle commente qu'en la voyant, il voudra peut-être se régaler d'elle, et le jeune homme perçoit quelque chose d'étrange. Il pense que c'est trop suspect et que la vieille doit être de mèche avec l'eunuque Hai pour le surveiller de près. La maquerelle annonce l'arrivée de Dame Ruyan, et le jeune homme regarde curieusement vers la porte, attendant la courtisane. Les pieds d'une femme avec des chaussures élégantes entrent dans la chambre et marchent en direction du protagoniste anxieux. Wen Ming se tend en voyant la silhouette de la courtisane, s'approcher de lui avec une coupe à la main dans la chambre. Il est choqué de voir une femme à l'apparence particulière et pense qu'elle est trop exotique à son goût. La femme le traite de péquenot ignorant avec dédain, et le jeune homme est surpris par son attitude. Elle jette son sac sur la table et le désigne du doigt, demandant si c'est lui le client de la soirée, et le jeune homme est confus. Soudain, la femme déroule un tapis rouge, et le jeune homme ne comprend rien à ce qui se passe. La femme annonce alors d'accueillir Dame Ruyan, et le jeune homme continue de ne pas comprendre la situation. Des chaussures élégantes avec des gros lots aux chevilles foulent le tapis rouge et marchent gracieusement dans la chambre. Une silhouette plantureuse et élégante surgit à l'entrée de la chambre, attirant l'attention de tous les présents. Liu Ruyan, la courtisane du pavillon Kyonghwa, apparaît éblouissante et s'excuse de son retard à le servir. Le jeune homme reste sans voix et rougit devant la beauté de la courtisane, disant qu'il n'y a aucun problème avec le retard. Il pense, irrité, que l'eunuque Hai est méprisable, et s'il pense vraiment qu'une beauté étrangère le tentera. Wen Ming est visiblement rouge et surpris par la beauté éblouissante de la courtisane qui le fixe avec un sourire. Ruyan remarque le visage rouge et la sueur du jeune homme et demande si c'est à cause de la chaleur de l'ambiance. La courtisane sourit de manière charmante et séduisante au protagoniste, qui semble de plus en plus nerveux avec elle. Le jeune homme crie intérieurement qu'elle est trop proche, et son visage devient complètement rouge de honte et de panique. Le jeune homme détourne le visage, tout rouge, et elle rit, trouvant sa réaction très amusante en ce moment de tension. Ruyan l'invite alors à s'asseoir et lui offre quelques fruits pour étancher sa soif avec un sourire aimable. L'assistante et la maquerelle commentent qu'aucun homme ne garde secret à Ruyan, et que le jeune homme semble inexpérimenté. Soudain, l'eunuque Hai surgit à la porte, et les deux femmes sont complètement choquées par son apparition. La maquerelle reste bouche bée et visiblement effrayée en reconnaissant la figure imposante qui a surgi par surprise. Avec délicatesse, la main de Ruyan prend un raisin de la grappe servie sur la table pour le jeune maître. La courtisane s'approche et demande au jeune maître d'ouvrir la bouche pour qu'elle puisse le nourrir avec le fruit. Il refuse, disant qu'il peut manger seul et pense qu'il doit résister à la tentation qu'elle représente. Ruyan appuie le raisin sur son menton de manière provocante et il se recroqueville un peu face à son geste. Elle s'approche alors beaucoup et demande s'il préfère qu'elle le nourrisse de cette manière plus intime. Tout rouge, il pense qu'elle est une sorcière et se demande qui pourrait résister à toute cette tentation. La courtisane pense qu'il se trouble facilement et semble être un eunuque simple à tromper avec son plan. Soudain, une voix interrompt, disant que le jeune maître Jia est arrivé et que Dame Ruyan est toujours occupée. Un homme irrité surgit, poussant la maquerelle et lui ordonnant de s'écarter de son chemin avec beaucoup de grossièreté et de hâte. Jia Zhengdao, fils du premier ministre Jia Renyi, crie son nom et demande qui ose l'empêcher d'entrer. Wen Ming reconnaît le nouveau venu comme le salaud de Jia Zhengdao et panique immédiatement à sa vue.
Il craint que si l'autre l'attrape là et le raconte à Xingxin, il sera au minimum condamné à une mort lente. Sans beaucoup d'options, le protagoniste décide qu'il doit tout risquer dans cette situation compliquée et dangereuse. Jia Zhengdao annonce qu'il a entendu dire que Wen Ming a été castré et qu'il est venu juste pour célébrer ce fait. Il exige que la meilleure courtisane l'accompagne pour boire, sinon son statut ne serait pas correctement affiché. Jia Zhengdao crie de lui donner plus d'argent, car un supplément n'est rien pour lui, et la maquerelle hésite. L'eunuque Hai jette un coup d'œil par la fente de la porte, observant la confusion que le nouveau venu provoque à l'intérieur. Il maudit le gamin riche de deuxième génération pour avoir ruiné ses plans à ce moment crucial et délicat. Jia Zhengdao entre dans la chambre, excité de voir de près à quel point cette courtisane des régions occidentales est remarquable. Son œil brille d'attente et de curiosité pour enfin rencontrer la célèbre et désirée Dame Ruyan. Il demande à Ruyan si elle ne divertissait pas un invité, et elle dit que l'autre a sauté par la fenêtre en entendant son nom. Jia Zhengdao loue l'intelligence de l'autre, tandis que Ruyan sourit de manière énigmatique et un peu forcée, caché sous la robe de Ruyan. Wen Ming pense qu'elle a bien fait de le congédier et loue son attitude. Ruyan essaie de garder son calme, pensant que le gamin n'est qu'un eunuque et qu'elle ne peut pas l'exposer pour obtenir ce dont elle a besoin. Jia Zhengdao dit qu'il a entendu parler de la beauté de Ruyan et qu'aujourd'hui est son jour de chance de la rencontrer enfin. Il complimente la courtisane, qui semble irritée mais dissimule, tandis qu'il la regarde avec un désir et une admiration évidents. Ruyan offre du vin au jeune maître Jia pour le rafraîchir de son voyage et essaie de maintenir la situation sous contrôle. Ji Zhongdao lui prend la main de manière effrontée, et Ruyan est surprise par son audace et son intimité. Il dit qu'ils sont seuls et n'ont pas besoin de cérémonie, mais Ruyan demande le respect et dit qu'elle vend de l'art, pas son corps. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il verra à quel point elle est appropriée et s'approche de manière menaçante. Soudain, Ruyan tourne et attaque les gardes de Jia Zhengdao, avec une habileté surprenante et beaucoup de force physique. Wen Ming, qui était caché sous sa robe, a la bouche couverte et est choqué par le revirement. Jia Zhengdao observe, choqué, la courtisane tourner rapidement comme une toupie et attaquer ses hommes avec précision. D'un coup puissant de ses jambes, Ruyan projette les gardes au loin avec force et agilité impressionnantes. Jia Zhengdao crie le nom de Dame Ruyan, complètement choqué et incrédule face à la scène de combat qu'il a vue. Wen Ming reste recroquevillé sous sa robe et est complètement abasourdi par la force de la courtisane habile. Jia Zhengdao demande à Dame Ruyan ce qui ne va pas, et elle dit qu'il l'a un peu effrayé avec sa force. Sous la robe, le protagoniste pense que les compétences martiales de la courtisane sont de premier ordre et très suspectes. Soudain, Wen Ming sent quelque chose d'étrange et de poilu avec sa main et est confus, ne comprenant pas ce que c'est. La courtisane pousse un cri aigu de surprise et de douleur, et son visage montre le choc de ce qui s'est passé. Jia Zhengdao demande si elle essaie de le séduire, et Ruyan nie toute rouge et irritée par l'accusation. Ruyan regarde derrière elle, pensant que l'eunuque ne craint pas qu'elle le jette dehors et qu'il fait trop sombre pour voir. Le jeune maître dit alors qu'il va la rejoindre au lit, mais la courtisane essaie de l'empêcher de s'approcher. Il touche sa jambe, commentant à quel point la peau d'une courtisane occidentale est douce, et elle semble mal à l'aise. La courtisane pense, irritée, que ça suffit de plaisanter et qu'elle ne laissera pas un idiot profiter d'elle ainsi. Jia Zhengdao continue de complimenter sa peau mais suggère qu'elle devrait se raser les poils des jambes plus souvent. Caché, le protagoniste est choqué et se demande ce que signifient ces poils sur la jambe et ce que cela implique réellement. Ruyan regarde sur le côté, complètement confuse et ne comprenant rien de ce qu'il dit à cet instant. Soudain, Jia Zhengdao tire la robe de la courtisane avec force et elle est choquée par son action inattendue. Wen Ming est révélé sous la robe et Jia Zhengdao crie son nom, demandant ce qu'il fait là, caché. Le jeune homme, tout penaud, dit que s'il jurait qu'il est aussi confus que l'autre, il le croirait. Jia Zhengdao attrape Wen Ming avec colère, ordonnant au gamin de sortir de là, et le jeune homme demande d'utiliser des mots. Le Richard demande si Wen Ming n'a pas été désigné eunuque, et si sortir du palais n'est pas un crime capital, mais il nie. Jia Zhengdao ne le croit pas et dit qu'il n'a pas vu l'eunuque Hai, et pourquoi un vieil eunuque viendrait-il là, après tout? L'eunuque Hai observe et pense que si cela continue, cela causera des problèmes. Alors il doit reculer et le tester plus tard. Wen Ming essaie de faire appel à l'amitié, mais Jia dit qu'il est trop tard pour utiliser la carte de l'amitié maintenant. Le Richard se souvient que juste pour avoir admiré sa majesté, il l'a intimidé d'innombrables fois à l'académie autrefois. Jia raconte qu'il espérait gagner sa reconnaissance avec ses talents, mais Wen Ming a échangé son test et l'a fait échouer. Le protagoniste penaud dit que ce n'était qu'une blague inoffensive entre amis, et Ruyan observe toute la scène. Le Richard continue et dit que ce n'était même pas le pire de tout ce qu'il lui a fait subir par le passé. Il révèle que ce qui l'a le plus irrité, c'est que Wen Ming a demandé à Sa Majesté de l'assigner à s'occuper des chevaux. Avec un sourire nerveux, le jeune homme dit que c'est parce qu'il avait entendu dire que Jia aimait les chevaux et qu'il a essayé de l'aider. Le Richard dit que Wen Ming n'imagine pas à quel point il a été heureux d'apprendre qu'il avait été castré récemment. Jia complète en disant que ce qui l'a le plus surpris, c'est de l'attraper en train de fuir le palais et qu'il le livrera à Sa Majesté. Le protagoniste, avec un regard déterminé, dit que puisqu'il refuse d'avoir pitié, il ne doit pas le blâmer.
Wen Ming prend alors une jarre de vin sur la table avec une expression de fureur et prêt à attaquer l'autre. Avec la jarre à la main, il crie au salaud de mourir et s'avance vers Jia avec beaucoup de colère. De manière inattendue, Jia Zhengdao attrape la jarre avec facilité et Wen Ming est complètement choqué par sa... Le Richard demande si l'autre est impossible et dit qu'il n'a jamais été aussi fort avant, si soudainement. Avec un sourire convaincu, Jia dit que l'idiot naïf pense qu'il a gaspillé ses années comme le jeune homme. Jia révèle qu'après avoir passé tant de temps avec les bêtes, il a maîtrisé une technique secrète de combat spécial. Le protagoniste reste de bouche bée et se demande si c'est vraiment possible tandis que Jia exhibe sa technique. Le Richard dit que maintenant que Wen Ming est tombé entre ses mains, il ne doit pas rêver de sortir de là vivant et le menace. Ruyan observe et pense que le petit eunuque est son seul chemin vers le palais intérieur et qu'il ne peut pas mourir. La courtisane décide d'utiliser une ruse qu'elle gardait pour plus tard afin de sauver le jeune homme de ce mauvais pas. Ruyan, avec un sourire, dit au jeune maître Jia qu'il vient d'arriver et devrait boire avec elle avant de partir. De plus, elle commente que s'il emmène quelqu'un dès qu'il entre, la maquerelle la blâmera de ne pas l'avoir diverti. Jia convient qu'elle a raison et n'y avait pas bien pensé, tandis que Wen Ming observe la scène, tendu. Le Richard se vante alors que ses hommes gardent les sorties et qu'il n'y a aucun moyen pour l'eunuque de s'échapper. Satisfait, il accepte l'hospitalité de Ruyan et elle remercie le jeune maître avec un sourire charmant et doux. Jia dit qu'il est de bonne humeur et que si elle le sert bien, elle sera récompensée, et la jeune femme le remercie de sa gentillesse. Avec un clin d'œil charmeur, la courtisane tient la jarre de vin et se prépare à servir le jeune maître Jia. Wen Ming, surpris, se demande si elle essaie de l'aider et quelle serait sa raison de le faire. Ruyan offre alors un verre au jeune maître Jia, et il accepte volontiers l'invitation de la belle courtisane. Discrètement, elle tient un petit flacon près de la coupe de vin, prête à exécuter son plan secret. Soudain, la courtisane feint de trébucher et renverse un peu de vin sur les vêtements du jeune maître Jia exprès. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, et Ruyan s'excuse en se faisant passer pour maladroite pour tromper le Richard. Pendant qu'il est distrait, elle verse rapidement le contenu du flacon dans sa boisson, et une brume apparaît dans le verre. Avec un regard satisfait, Ruyan pense que son plan a parfaitement fonctionné comme elle l'espérait et sourit victorieusement. La courtisane demande si le jeune maître Jia va bien, et il semble complètement abasourdi et incapable de parler. Ruyan active alors sa brume enchanteresse d'âme et dit qu'il est somnole et veut lui obéir maintenant. Wen Ming observe, choqué, et réalise qu'elle utilise une sorte de technique pour contrôler l'esprit de Jia. Le protagoniste conclut que si elle peut faire cela et avec son tatouage, elle doit être liée à cette organisation. Elle ordonne qu'à partir de maintenant, il ne se souvienne que d'elle, et Jia acquiesce, disant ne se souvenir de personne d'autre. Ruyan dit qu'après un sommeil profond, il suivra toutes ses instructions, et il acquiesce simplement à tout. Soudain, les yeux de Jia s'écarquillent, et il semble avoir remarqué quelque chose d'étrange, se produisant à proximité. Jia crie alors « Attendez !» et se lève brusquement, surprenant Ruyan qui tient toujours le petit flacon vert. Avec agilité, la main du Richard saisit le poignet de la courtisane, l'empêchant d'utiliser à nouveau le flacon sur lui. Furieux, il la traite de sorcière et demande comment elle a osé le droguer, tandis que Ruyan se demande comment il s'est réveillé. Jia révèle que des années à manipuler du fumier de cheval ont désensibilisé son odorat et que son poison ne l'a pas affecté. Irrité, il les accuse tous les deux de conspirer et pousse Ruyan avec force, la faisant tomber brusquement au sol. Wen Ming surgit alors par derrière, les yeux brillants, et se prépare à frapper Jia avec la jarre de vin. Rapidement, le jeune homme frappe la jarre de toutes ses forces sur la tête de Jia, qui ne voit pas l'attaque arriver. La courtisane observe toute la scène avec surprise et un cri lui échappe face au coup précis de l'eunuque. Le protagoniste demande pourquoi il n'a pas pris l'arme et Ruyan dit que la drogue a affecté ses réflexes. Wen Ming remarque qu'elle est habile au combat et au poison, et Ruyan dit qu'elle n'a fait cela que pour le sauver. Elle s'approche de lui en disant que son cœur lui a appartenu à l'instant où elle l'a vu, et que c'est pourquoi elle l'a aidé. Le jeune homme saisit alors le bras de la courtisane, semblant méfiant de son approche soudaine et de ses paroles. Il prévient que la même ruse ne fonctionnera pas deux fois, et elle dit que ses charmes ne lui suffisent pas. Cependant, Ruyan le frappe avec force, le projetant au loin, tandis que Jia reste étendu au sol, inconscient. La jeune femme commente que bien qu'il soit intelligent, il lui manque encore de la force, et le jeune homme demande ce qu'elle veut. Avec lui au sol, elle s'approche et dit de ne pas s'inquiéter, car elle a juste besoin qu'il se comporte bien. Tout rouge, le protagoniste la prévient de ne rien tenter pendant qu'il est coincé sous elle sans défense. Désespéré, il pense qu'il ne peut plus se retenir, et son visage devient complètement rouge face à la situation. Ruyan le regarde avec une expression confuse et curieuse, ne comprenant pas ce qui arrive au jeune homme. Soudain, Ruyan perçoit quelque chose et demande ce que c'est, avec une expression de surprise et de curiosité sur le visage. Son visage devient complètement rouge et elle semble choquée par ce qu'elle vient de découvrir sur le jeune homme. Deux gardes à l'extérieur comment que les courtisanes ont toujours le chic pour les mots, et l'un d'eux demande des nouvelles du maître. Ruyan bégaye et demande s'il n'est pas un eunuque, et le jeune homme essaie de dire que tout est un malentendu. La courtisane crie que c'est bien là, à la vue de tous, et qu'il ose encore appeler cela un malentendu tout en le tenant. Avec colère, elle pense que l'information était erronée, et le jeune homme la prie de ne pas serrer cela avec force.
Ruyan réalise que s'il n'est pas eunuque, alors il a profité d'elle, et si cela s'ébruite, elle perdra sa dignité. Sans choix, elle décide que le seul moyen est de l'achever pour le réduire au silence, et prend une dague aiguisée. Le protagoniste crie choqué et demande si elle est sérieuse tandis que la lame s'approche dangereusement. Rapidement, il roule sur le côté, esquivant le coup, et la dague se plante dans le sol avec force et précision. Désespéré, le jeune homme se demande comment une simple visite au bordel s'est transformée en une situation de vie ou de mort. Ruyan avance à nouveau, la dague à la main et une aura menaçante autour d'elle, prête à attaquer le jeune homme. Il parvient à esquiver de justesse, mais finit par heurter violemment une colonne en bois et ressent une douleur. La courtisane le traite de pervers sans vergogne et se prépare à le frapper à nouveau avec la dague aiguisée. Wenming crie que si elle le tue, comment accomplira-t-elle sa mission pour la secte du Lotus Céleste, et la surprend. Ruyan arrête le coup à la dernière seconde et le regarde, complètement choqué par cette révélation inattendue. Elle nie avoir quoi que ce soit à voir avec la secte, mais le jeune homme dit que ses talents de menteuse sont terribles. La courtisane jette la dague au loin et dit qu'elle s'est peut-être un peu trop emportée à ce moment tendu. Préoccupée, elle se demande comment son déguisement a été découvert et si quelqu'un d'autre le sait, elle sera en grave danger. Le protagoniste la confronte, disant que rejoindre la secte est un crime punissable et qu'elle ne plaisanterait pas avec ça. Le protagoniste révèle que les membres de la secte ont une marque tatouée et qu'il l'a vue de ses propres yeux sur elle. Ruyan dit que puisqu'il est le seul à le savoir, il devient encore plus nécessaire de l'achever et le regarde avec haine. Soudain, une voix crie d'ouvrir le chemin, et une silhouette surgit à l'entrée de la chambre, attirant l'attention. Deux femmes entrent, et l'une d'elles se plaint de l'interruption de la visite au bordel, et remet en question toute la scène. La nouvelle venue aux cheveux blancs se demande pourquoi Wenming est venue dans un tel endroit, et semble confuse. Avec un regard malicieux, elle dit qu'elle l'a enfin pris en flagrant délit, et semble satisfaite de toute la situation. Les gardes essaient d'empêcher les femmes, mais l'une d'elles les interroge et demande s'ils savent qui est à l'intérieur. La fille aux cheveux roses frappe les gardes avec force et crie que peu importe qui c'est, que Shao Wenzi sorte. Ruyan et le protagoniste observent, choqués, l'arrivée soudaine des deux femmes et la confusion qui s'ensuit. Le jeune homme reconnaît la nouvelle venue comme Xiaoxin et dit qu'elle est arrivée juste à temps pour le sauver. Avec joie, il la salue comme sa majesté, mais elle lui demande de ne pas crier son titre dans cet endroit. L'impératrice reste sans voix et embarrassée tandis que Ruyan observe toute la scène avec curiosité et attention. La courtisane pense si c'est l'impératrice de l'Empire martial et remarque qu'elle est encore plus jeune qu'elle ne l'imaginait. Ruyan perçoit également l'aura terrifiante de l'impératrice et pense que même son maître ne serait pas plus fort qu'elle. La fille aux cheveux roses accuse Wenming d'être un eunuque et de fréquenter de tels endroits et remet en question ses motivations. Le protagoniste nie et dit que le Nukai l'a amené là juste pour manger, mais les deux ne le croient pas. L'impératrice semble méfiante et il essaie de s'expliquer en disant que Ruyan l'a poussé pour une raison spécifique. Soudain, le jeune homme sent un regard menaçant et réalise que la courtisane le fixe avec beaucoup d'intensité et de colère. Ruyan le prévient de faire attention à ce qu'il dit, sinon, même si elle meurt, elle l'entraînera avec elle. Wenming déglutit difficilement et se tend face à la menace de la courtisane, qui semble déterminée à protéger son secret. Rapidement, le protagoniste invente que Ruyan est masseuse et qu'elle cherchait ses points d'acupuncture. L'impératrice dit que c'est parfait car elle a les bras douloureux et demande un massage à la courtisane. Avec un sourire nerveux, Ruyan accepte d'obéir et de masser l'impératrice comme elle l'a demandé à cet instant. Wenming demande de l'aide à Ruyan, mais elle dit que l'histoire venait de lui et lui souhaite bonne chance avec son plan farfelu. La courtisane le menace en disant que puisqu'il est si sans cœur, il ne doit pas la blâmer de l'entraîner avec lui. Ruyan révèle alors qu'elle est tombée sur Wenming, car elle a découvert un grand secret à son sujet, et l'impératrice demande lequel. La jeune femme s'approche de l'impératrice et lui murmure le secret à l'oreille, laissant tout le monde curieux de la révélation. Soudain, le jeune homme intervient et dit que le secret est qu'il est aussi masseur et surprend tout le monde. Il continue le mensonge en disant que Ruyan a appris ses techniques et l'a poussé pour les tester sur lui. Désespéré, le protagoniste pense que ce n'est pas le moment de plaisanter et qu'il a besoin de quelqu'un pour porter le chapeau à sa place. La fille aux cheveux roses les accuse tous les deux d'échanger des clins d'œil et dit qu'elle a remarqué leur complicité. Elle se demande pourquoi il y a des gens évanouis par terre s'ils ne faisaient que pratiquer le massage dans la chambre. Wenming commence alors à pleurer et dit qu'il a le cœur brisé car Jia l'a trompé pour l'humilier. L'impératrice semble émue et dit que Jia est cruel de traiter Wenming ainsi, mais l'autre ne le croit pas. La fille aux cheveux roses dit qu'il suffit de réveiller Jia et que ses mensonges seront exposés à tous. Avec force, elle réveille Jia Jiangdao avec des gifles. Et le jeune homme panique face à toute la situation, confus. Le Richard se réveille et demande où il est, complètement perdu et ne comprenant rien de ce qui s'est passé. Le protagoniste pense, désespéré, qu'il n'y a aucun moyen de couvrir cela maintenant et qu'il est complètement fichu. Jia regarde alors Wenming avec colère et le traite de gamin, rendant le jeune homme encore plus tendu et nerveux. La fille aux cheveux roses ordonne à Jia de parler et d'exposer immédiatement toutes les ruses de Shao Wenzi. Jia rit avec mépris et dit que Wenming est devenu eunuque et que c'est bien fait pour lui, pour qu'il apprenne la leçon.
La fille aux cheveux roses et le protagoniste sont choqués par la réaction inattendue et étrange du Richard. Elle demande si c'est tout ce qu'il a à dire, et Jia demande si elle est aussi son ennemie. Ruyan explique que sa brume fait perdre la mémoire aux gens, et le jeune homme complimente la démone de la secte Lotus. Le Richard continue en disant que maintenant que le gamin est eunuque, l'impératrice sera à lui pour la conquérir enfin. Avec un sourire triomphant, il se réjouit de pouvoir facilement remplacer Wen Ming, devenir son consort impérial. L'impératrice commande qu'il semble confiant, et Jia dit que son père est le premier ministre et que tout est arrangé. Soudain, il reconnaît la voix et se retourne, effrayé, en reconnaissant qui lui parle à cet instant. Jia pâlit en voyant l'impératrice avec une aura sombre et des yeux brillants de colère et d'un pouvoir intense. Elle annonce que Jia Reni sera rétrogradé de 3 niveaux et que le Richard retournera immédiatement travailler aux écuries. L'impératrice le frappe alors avec force, le projetant au loin, et il crie qu'elle reste loin de lui. Wen Ming et Ruyan observent la scène, choqués et sans voix face à la démonstration de pouvoir de la jeune impératrice. La courtisane pense que heureusement elle n'a rien fait, car une simple gifle de sa part a autant de pouvoir. La fille aux cheveux roses demande si elle ne l'a pas frappé trop fort, et l'impératrice dit qu'elle a contrôlé. Jia tombe lourdement au sol, et son épée se plante dans le bois, brisant une partie du plancher sous l'impact violent. Il se réveille à nouveau, et demande ce qui s'est passé, mais se souvient soudain de Wen Ming et de la femme mystérieuse. Le protagoniste et Ruyan sont désespérés et choqués en réalisant que Jia a complètement retrouvé la mémoire. Wen Ming interroge Ruyan sur la perte de mémoire, et elle explique qu'une blessure à la tête peut les restaurer. Le jeune homme pense que si Jia explique tout, il sera perdu et doit l'en empêcher à tout prix maintenant. La fille aux cheveux roses demande à Jia de raconter les crimes de Wen Ming, et il commence à expliquer toute la situation. Wen Ming désigne l'épée coincée dans le postérieur de Jia et dit qu'il semble que quelque chose y soit coincé. Avec un sourire, le jeune homme retire rapidement l'épée, et Jia crie de douleur tandis que la fille rose s'évanouit. L'impératrice tient la fille évanouie et dit qu'il y a beaucoup de sang tandis que Wen Ming crie son nom. Le protagoniste dit que son état ne peut pas être porté et que l'impératrice doit l'emmener chez le médecin impérial. Il propose de s'occuper de Jia, et l'impératrice accepte et part avec la fille évanouie dans ses bras. Ruyan loue la capacité du jeune homme, et il sourit, satisfait de son plan rapide et réussi. Wen Ming demande s'il y a un autre moyen de le faire oublier, et Ruyan suggère un autre coup sur sa nuque. Le jeune homme convient que c'est parfait, simple et efficace pour résoudre le problème de mémoire du Richard. Avec un sourire, il prend la jarre qu'il a utilisée auparavant et l'appelle fièrement la jarre effaceuse de mémoire. Jia demande ce qu'il fait, et Wen Ming dit que c'est pour sa propre sécurité et le frappe fort. Un cri retentit tandis que le protagoniste frappe la jarre de toutes ses forces sur la tête du Richard. Wen Ming dit que c'est fait, et Jia tombe à nouveau au sol, inconscient et avec une bosse sur la tête. Le jeune homme commente qu'après tout, ils sont pratiquement alliés maintenant et regarde Ruyan avec espoir. La courtisane dit qu'elle n'a aucun intérêt à être alliée à un faux eunuque et rejette son idée. Il insiste, disant que sa secte a envahi la capitale pour une raison et qu'il peut être un homme infiltré. Ruyan demande pourquoi il devrait lui faire confiance pour l'aider et le regarde avec méfiance et un doute évident. Wen Ming révèle que son père est le marquis du Nord qui s'est rebellé et qu'il déteste l'Empire pour sa castration. La courtisane se souvient qu'il n'est pas réellement un eunuque et il est surpris par sa perspicacité. Le jeune homme dit que cela prouve sa déception et Ruyan lui demande de mettre son pantalon avant toute chose. Il explique que l'impératrice le surveille et que si elle découvre son état, il aura une mort pire que celle de la secte. Le protagoniste demande ce qu'elle veut, et Ruyan lui jette une pilule dans la bouche avec rapidité et précision. Il tousse et demande ce qu'elle lui a fait avaler, et la courtisane sourit avec malice au jeune homme effrayé. Ruyan dit de ne pas s'inquiéter car c'est sa pilule harmonisatrice yin-yang et que les effets n'apparaissent qu'en 7 jours. Wen Ming demande ce qui se passe après 7 jours et la regarde avec peur et appréhension pour sa réponse. Elle prévient que s'il ne prend pas l'antidote, il deviendra une bête consumée et son déguisement sera exposé. Le jeune homme se plaint qu'il voulait l'aider et qu'elle l'empoisonne. Mais Ruyan dit que la pilule sera bénéfique plus tard. La courtisane lui ordonne de collecter des informations au palais et de revenir dans 7 jours. Et il accepte à contre-cœur. Avec colère, le protagoniste pense que dès que la rébellion de son père réussira, il en finira avec la secte Lotus. Cette nuit-là, dans la chambre de Wen Ming, une silhouette mystérieuse surgit soudainement et observe attentivement les lieux. Un homme masqué et vêtu de noir apparaît dans la chambre et semble chercher quelque chose. L'eunuque maudit Jia pour avoir ruiné son plan au moment crucial, mais heureusement, il a un plan B. Il prend un petit objet et se prépare à le mettre dans la boisson du jeune homme qui est sur la table. L'eunuque a toujours un deuxième plan et s'approche de la boisson avec l'objet en main, prêt à agir. Soudain, le protagoniste entre et l'eunuque se cache rapidement pour ne pas être pris en flagrant délit. Wen Ming commente qu'il craint que des fantômes le fixent et ne se contente pas de frapper à la porte et regarde la fenêtre ouverte.
Il sursaute en voyant la fille aux cheveux roses, là, et elle le fixe avec curiosité et un peu de méfiance. Le jeune homme se souvient avoir tout fermé avant de sortir et se demande si la chambre est réellement hantée. La fille dit qu'il était juste distrait et que cela ne prouve pas sa mauvaise conscience pour quelque chose. Wenming se plaint qu'ils l'ont tourmenté toute la journée et qu'il n'a même pas bu d'eau et se tourne pour prendre un verre. Caché, l'eunuque y observe et le jeune homme dit qu'il meurt de soif et prend la boisson sur la table. Caché, l'eunuque pense, c'est ça, que le jeune homme boive rapidement et tombe dans le piège. Le protagoniste s'approche alors du verre et est sur le point de boire l'eau sans rien soupçonner. Soudain, la fille aux cheveux roses lui crie d'attendre et l'empêche de boire le liquide du verre. Avec un regard attentif, elle observe le verre d'eau et semble soupçonner quelque chose d'étrange. La jeune femme prend rapidement le verre et dit qu'elle va boire la première, car elle a aussi été occupée toute la journée. Le jeune homme demande pourquoi elle a l'impression d'avoir entendu une autre voix, et elle répond que c'est peut-être un écho. Ignorant les avertissements, elle commence à boire l'eau, tandis que le protagoniste la fixe avec beaucoup de colère et de surprise. Elle boit avec avidité, et un peu d'eau coule sur sa robe blanche de manière très voyante. La jeune femme finit alors de boire et dit avec satisfaction que l'eau était très rafraîchissante et délicieuse. Le protagoniste est penaud et pense qu'il est vraiment nécessaire de faire autant de bruit juste pour boire de l'eau. Caché, l'eunuque s'irrite et maudit car quelqu'un apparaît toujours pour ruiner ses plans. Le masqué pense que, heureusement, la poudre fonctionne sur les deux sexes et que lorsque la fille succombera, il pourra tester l'état du protagoniste. La jeune femme lui dit de ne pas être mesquin et que s'il veut de l'eau, qu'il aille la chercher dans la cour, et il la traite d'obstinée. Le jeune homme sort alors de la chambre et se dirige vers la cour pour prendre de l'eau au puits comme elle l'a suggéré. En arrivant là, il trouve une pancarte avertissant qu'un eunuque a sauté dans le puits et que celui-ci est donc interdit. Le protagoniste se désespère et crie qui diable irait au jardin Yi au milieu de la nuit pour chercher de l'eau. L'eunuque pense que le puissant aphrodisiaque est incurable à moins d'être touché par de l'eau glacée et que le jeune homme n'échappera pas. Wenming abandonne alors et dit qu'il attendra jusqu'à demain pour prendre de l'eau à la cuisine impériale du palais. La fille aux cheveux roses demande s'il a réellement soif et il confirme de la tête. Elle dit alors qu'elle aussi se sent très chaude et a soif et son visage devient rouge et en sueur. La jeune femme s'approche et dit qu'ils doivent trouver un moyen d'étancher leur soif et le jeune homme demande ce qu'elle veut faire. Il lui crie de ne pas s'approcher autant de son visage et la regarde avec désespoir et peur dans les yeux. Soudain, elle l'embrasse avec force et il est choqué par l'action inattendue de la fille aux cheveux roses. Le protagoniste crie, demandant ce qu'elle fait, car c'était son premier baiser et il n'a même pas embrassé sa bien-aimée. La jeune femme dit que ce n'était pas suffisant et continue, le visage rouge et en sueur désirant plus de contact. Les yeux brillants, elle dit que ce n'est toujours pas assez et le jeune homme la traite de perverse et lui ordonne d'arrêter. Il pense que la femme semble être sous l'effet de quelque chose et se demande si la pilule yin-yang qu'il a prise est contagieuse. Ou alors il se demande si elle est toujours en train de tester s'il a vraiment été castré. Et elle crie qu'elle en veut plus maintenant. Caché, l'eunuque encourage la fille à découvrir le secret du jeune homme, tandis qu'il essaie de lui échapper. La jeune femme le poursuit et dit que cet endroit peut aussi étancher sa soif, et il lui crie de ne pas tirer sur son pantalon. Le protagoniste pense que la femme perverse le teste réellement, et qu'un peu de séduction ne le fera pas glisser. Elle l'attrape avec force et commande qu'il est très fort tandis que le jeune homme continue de lutter pour se libérer. Il la jette alors dans le puits et lui dit de voir comment elle le testera dans l'eau glacée. L'eunuque s'irrite et se plaint que les gens n'arrivent jamais à suivre son plan, même pas une seule fois. Soudain, quelque chose frappe l'eunuque et il se demande ce que c'est qui tombe sur lui par surprise. Une silhouette crie, le traitant de bâtard, tandis que la pluie commence à tomber fort sur le lieu sombre et isolé. Un homme plus âgé se plaint qu'aller dans des bordels est déjà mauvais, mais être attrapé par sa majesté la fait rétrograder de 3 niveaux. Jia demande à son père de le laisser expliquer et dit que tout est de la faute de ce bâtard de Wenming qui l'a humilié. Le père de Jia le réprimande pour avoir été trompé par un eunuque rejeté et dit que cela le fait paraître encore plus inutile. Cependant, il affirme que Jia est son fils et qu'il réglera ses comptes avec Wenming, et le jeune homme est très heureux. Le père de Jia dit que la situation est instable et lui interdit de causer plus de problèmes pendant 3 mois. Jia accepte et sort, tête basse, tandis que son père et un autre homme observent attentivement le jeune homme. L'homme demande ce qui est arrivé à la jambe de Zheng Dao, et le père de Jia dit que Wenming l'a blessé. L'autre homme montre la dague utilisée et dit qu'il l'a gardée comme preuve pour leur avenir. Le père de Jia prend la dague et l'examine avec attention et surprise en voyant les détails de l'arme. Il reconnaît le symbole sur la dague et réalise qu'elle appartient à la secte du Lotus Céleste et est choqué. La 14e année de Chuyuan, des inondations massives ont frappé et d'innombrables personnes ont beaucoup souffert. La légende dit qu'un sage de l'Ouest a conjuré des grains et guidé les âmes des morts, aidant les victimes. Cependant, le gouvernement local n'a pas accepté l'aide et a envoyé des soldats pour arrêter le sage et les souffrants. À leur grande surprise, l'âne blanc du sage s'est transformé en un homme fort et imbattable sur place. Ainsi naquit le Lotus Céleste et le sage, apportant le bonheur aux vivants et guidant les morts vers la terre pure. L'homme dit que c'est l'origine de la secte du Lotus Céleste et le père de Jia déclare que c'est une trahison.
Le père de Jia dit que la secte du Lotus Céleste est connectée à la famille Wen, et c'est un fait. L'autre homme comprend et dit qu'il préparera la litière, mais le père de Jia dit qu'une dague ne prouve rien. Il offre 100 taels d'argent à quiconque enquêtera sur les contacts récents du garçon Wen, et donnera une piste. L'homme demande si 100 taels ne sont pas peu, et le père de Jia est stupéfait, car c'est presque son salaire d'un demi-mois. Le père de Jia dit qu'il a 10 taels cachés dans sa chaussure, et l'homme lui demande de ne pas se déshabiller. L'homme suggère que s'il est cupide, qu'il se souvienne du chien perdu du ministre, avec une récompense de 4000 taels. Le père de Jia dit que dans 3 jours, il rapportera à sa majesté et éliminera la famille Wen et leur plan. Puis, avec un regard déterminé, il pense que publiquement et en privé, cette fois, il aura la vie de Wen Ming. Dans le puits, l'eau gicle de partout tandis que la fille est à l'intérieur après y avoir été jetée par le jeune homme. Wen Ming rit et pense qu'il est intelligent et que la femme folle ne pourra plus jamais le tester maintenant. Soudain, il perçoit quelque chose d'étrange, et son expression change rapidement dans l'eau froide. Le jeune homme est effrayé de voir que la fille s'est simplement évanouie dans l'eau, les yeux révulsés et tout. Il s'inquiète alors car si elle meurt, la petite Xin ne le lui pardonnera certainement jamais. Wen Ming émerge de l'eau avec la fille dans ses bras et crie désespérément, essayant de la sortir de là rapidement. Avec difficulté, il tient la corde du puits d'une main et la jeune femme évanouie de l'autre, avec force. Épuisé, il tombe par terre à côté du puits tandis que la fille aux cheveux roses reste inconsciente. Le protagoniste dit qu'il est très fatigué et regrette déjà de l'avoir entraînée dans le puits auparavant. Il demande alors, inquiet, si elle n'est pas réellement morte et la regarde avec peur de sa réponse. Heureusement, il y a encore un poule, mais elle ne donne aucun signe qu'elle va se réveiller, et il s'inquiète. Avec un regard déterminé, il décide que dans ce cas, elle ne pourra pas le blâmer de prendre une initiative. Le jeune homme pose alors ses mains sur la poitrine de la fille et se prépare à commencer les premiers secours. Il se souvient qu'heureusement, il n'a pas oublié les connaissances en premiers secours d'avant et était impatient de les utiliser. Wen Ming pense que les attributs de la femme folle ne sont pas insignifiants et plus exagérés que ceux de Xingxin. Il se réprimande de laisser son esprit vagabonder comme un eunuque et dit qu'il doit être totalement dévoué à Xingxin. Même après avoir vomi de l'eau, elle ne s'est pas réveillée et il semble qu'ils devront passer à une autre étape. Il lui soulève le menton et pense que c'est ainsi qu'on fait, tandis que la fille semble confuse et étourdie. Wen Ming dit qu'il ne la laissera pas mourir, et elle se demande pourquoi il semble si impatient de la sauver. La jeune femme pense qu'il devrait la haïr et s'interroge sur son inquiétude en annonçant la respiration artificielle. L'œil de la fille s'écarquille de surprise, et une légère rougeur apparaît sur son visage avec sa proximité. Soudain, elle le frappe d'une gifle et demande ce qu'il essaie de faire avec un génie comme elle. Il explique qu'il a seulement essayé de la sauver car il pensait qu'elle allait mourir, mais elle qualifie cela de pure bêtise. Le jeune homme soupire, soulagé et un peu honteux après la réaction inattendue de la jeune femme. Wen Ming dit alors d'oublier cela et qu'il est heureux qu'elle ne soit pas morte, et elle reste silencieuse, pensive. La jeune femme observe le jeune homme et pense que même après avoir été frappé, il se soucie toujours d'elle et s'interroge. Elle se demande alors si le bâtard l'aime réellement, et c'est pourquoi il s'inquiète autant, et ce qu'elle dira à Wu Xin. Le protagoniste dit qu'il est déjà très tard et qu'il devrait se sécher pour ensuite retourner rapidement se reposer. Il réalise alors que la fille reste assise là et demande pourquoi elle ne s'est pas encore levée. Lorsque sa main s'approche de la sienne, un bruit de gifle retentit de manière très forte et claire. Wen Ming la prie de ne rien faire qui met à nouveau l'impératrice dans une position difficile. La scène change alors pour le bureau des affaires internes, dans la résidence de l'eunuque Ai, toute la nuit. À l'intérieur, l'eunuque Ai est à son bureau, concentré, et semble écrire quelque chose d'important. Il tient un billet qui dit que dans 3 jours, des barbares du Nord entreront dans la capitale pour le banquet. L'eunuque brûle le billet et pense que se fier uniquement à l'empoisonnement est assez ridicule et stupide. Une voix dit de ne pas s'inquiéter car le prince a tout planifié et l'eunuque Ai se retourne, surpris. La figure mystérieuse se révèle, c'est Huang Tianli, avec un chapeau de paille et un sourire aux lèvres. 4 personnages mignons apparaissent à l'écran, remerciant et demandant le soutien des spectateurs pour le contenu. L'eunuque Ai pense qu'il n'arrive même pas à croire que son Altesse l'ait envoyé et qu'il doit donc être confiant dans le plan. Huang Tianli affirme qu'ils sont tous deux essentiels à la grande entreprise de son Altesse et dispense les éloges. Huang Tianli dit qu'il restera dans la capitale pour aider et attend les conseils de l'eunuque Ai, qui semble trop poli. Le eunuque Ai réfléchit alors qu'il l'a envoyé pour le surveiller et si son Altesse commencerait à soupçonner. Huang Tianli remet alors un flacon bleu, expliquant que le poison est incolore, sans saveur et indétectable, pour que l'eunuque Ai l'utilise. L'eunuque Ai commente qu'il a déjà vu des poisons ainsi, mais se souvient des goutteurs, et Huang Tianli assure qu'il a été conçu pour cette opération. Il détaille que les poumons de la victime se flétriront comme des feuilles d'automne et qu'elle étouffera, et que le processus est irréversible. Choqué, l'eunuque Ai tient le flacon et se demande s'il existe un poison aussi cruel dans le monde, et quel serait son nom. Avec un léger sourire aux lèvres, Huang Tianli maintient le mystère sur la substance qu'il vient de livrer. Il révèle alors que le nom du poison est flétrissure Witheburn, tandis que la pleine lune illumine le palais la nuit. 7 jours passent, et dans le jardin impérial, un beau paysage du lieu est montré sous un ciel bleu clair.
La fille aux cheveux roses pousse un soupir alors qu'elle est par terre dans le jardin, paraissant épuisée par le travail. Allongée à côté d'un tas de mauvaises herbes, elle commente que l'envoyé des barbares du Nord arrivera bientôt. Elle aperçoit alors Wen Ming assis au loin, semblant se reposer, et est intriguée par cela. Avec une expression sérieuse et un peu irritée, la fille aux cheveux roses continue d'observer Wen Ming en silence. Furtivement, elle s'approche de Wen Ming par derrière, tandis qu'une goutte de sueur coule de sa tête. La jeune femme crie que Wen Ming flâne encore, et il rit, penaud, disant qu'il s'est juste arrêté pour un bref repos. Curieuse, elle demande ce qu'il cache là, et il répond que ce ne sont que des notes sur l'envoyé. La fille réfléchit s'il planifierait d'utiliser l'envoyé pour contacter d'une manière ou d'une autre son père. Elle essaie alors de prendre ses notes en criant qu'elle ne tombera pas dans ce piège, et il crie « Sisi non ». La jeune femme le renverse par terre avec force et dit qu'il n'échappera pas cette fois, tandis qu'il demande d'attendre. Coincé sous elle, le visage dans le buste de la jeune femme, il pense pourquoi cette diablesse a un corps si avantageux. Il pense que si cela continue, tout le monde découvrira qu'il n'est en fait pas un vrai eunuque. Mais s'il ne reste pas ainsi, son déguisement sera découvert et il ruinera la collecte d'informations pour Liu Yan. Désespéré, le jeune homme se demande alors ce qu'il va bien pouvoir faire maintenant dans cette situation compliquée. Soudain, une voix annonce que Sa Majesté arrive et demande à tout le monde d'ouvrir le chemin immédiatement. L'impératrice surgit, imposante, avec une expression sérieuse, et ses serviteurs l'accompagnent de près juste derrière elle. Wei-Chin observe la scène embarrassante avec Sisi sur Wen Ming par terre dans le jardin du palais. L'impératrice demande alors à Sisi ce qu'elle pense faire en plein jour avec lui. Sisi essaie de s'expliquer en disant qu'elle a soupçonné Wen Ming, et l'impératrice regarde alors le jeune homme, surprise. Wei Yuxin demande si ce qu'elle a dit est vrai, et Wen Ming nie catégoriquement toute mauvaise intention. Il propose alors d'être fouillé et dit qu'il n'a rien d'étrange sur lui pour le prouver. Sisi insiste sur le fait qu'il cache quelque chose et jure avoir vu clairement un pinceau rangé avec le jeune homme auparavant. L'impératrice donne alors une forte tape sur la tête de Sisi, qui crie de douleur sous le coup reçu. Wei-Jin ordonne à Sisi d'arrêter d'importuner Wen Ming et l'emmène, lui tirant l'oreille avec force. Le protagoniste observe les deux s'éloigner et pousse un soupir de soulagement pour un bref instant. Il soupire encore une fois pensant à la chance qu'il a eue, car il a failli être découvert par elle. Le jeune homme pense que sans son entraînement quotidien du plancher pelvien, il aurait été exposé à coup sûr. Cependant, le délai de 7 jours est presque écoulé, et il doit agir rapidement et de toute urgence maintenant. Il espère que cette carte de défense du palais suffira à gagner enfin sa confiance. L'eunuque aille marche, pensif, et si son Altesse réussit à l'empoisonner, tout son plan échouera. Il ne peut pas laisser découvrir son plan et doit trouver rapidement la technique de cultivation de la famille Wen. L'eunuque Ai observe Wen Ming à la porte, et le jeune homme dit qu'il a été envoyé acheter des provisions pour les barbares. Wen Ming remercie et pense si le gamin utilise son nom pour sortir du palais et obtenir quelque chose. Avec un sourire, l'eunuque Ai pense qu'il doit planifier d'utiliser cette chance pour trouver la technique. Il se réjouit d'avoir attrapé le jeune homme en flagrant délit et que l'héritage de la famille Wen sera bientôt entièrement à lui. L'impératrice ordonne à Sisi et Wei-Chin d'attendre à l'extérieur pendant qu'elle entre seule. Wei-Chin ici semble être une erreur de frappe, devrait probablement être une servante où le nom est utilisé 2 fois pour la même personne, ce qui est moins probable. La porte s'ouvre avec un grincement et l'impératrice entre dans la pièce d'un pas ferme et décidé. La jupe de l'impératrice flotte tandis qu'elle marche dans la pièce avec élégance et beaucoup de confiance en elle. Wuxen dit que Sisi observe Wen Ming depuis des jours et n'a rien trouvé d'étrange, ce qui signifie qu'il va bien. Sisi insiste pour que Wei-Chin ne baisse pas la garde, car le jeune homme cache définitivement quelque chose d'important. Elle affirme l'avoir vu agir de manière suspecte plus d'une fois et demande plus de temps pour le prendre en flagrant délit. Wei-Chin est surprise que Sisi n'ait pas abandonné après tant de temps, et elle dit qu'elle veut juste alléger les fardeaux de Sa Majesté. Sisi prend alors une tasse de thé et boit, tandis que Wei-Chin l'observe en silence avec un regard attentif. Avec un regard perçant, Wei-Chin fixe Sisi et semble avoir perçu quelque chose d'étrange dans son comportement. Wuxin demande alors si Sisi ne serait pas tombée amoureuse de Wen Ming, et la fille recrache son thé, surprise. Sisi crie que non, absolument pas, et quelques servantes dans la cour sursautent au bruit soudain qu'elle fait. Elle nie catégoriquement et dit qu'elle déteste le jeune homme, et qu'il n'est qu'un eunuque bien en dessous d'elle. Wei-Chin dit qu'elle n'a pas besoin d'expliquer car elle a déjà tout compris, et Sisi la regarde, confuse et préoccupée. L'impératrice commente que Wen Ming est intelligent et beau, et même si elle est tombée amoureuse, elle ne la blâmera pas. Sisi boude et demande si Wuxin ne l'a pas appelée là juste pour parler de jalousie et rien de plus. Wuxin dit que non, et qu'elle l'a appelé pour discuter de la manière dont ils traiteront les barbares du Nord, et Sisi s'y attendait. Elle compte que même avec la rébellion, les barbares n'ont pas profité du chaos et ont envoyé un émissaire. Sisi dit avec fierté que son génie l'avait déjà perçu et montre un parchemin important. Wei-Chin demande si c'est une carte de l'Empire, et Sisi l'ouvre sur la table pour montrer les détails. Sisi souligne que le col de Yanyun est la clé pour résister aux tribus du Nord, et avec la rébellion, il est tombé. Elle explique que la rébellion a été soudaine, et qu'il n'a pas dit à son fils de fuir, et que s'il marchait, il le tuerait.
Wixin dit que le vieux renard sait qu'elle est sentimentale et compte sur son hésitation à tuer Wenming. Wuxin se demande encore si le marquis resterait dans une impasse si Wenming continuait dans la capitale comme otage. Sissi déclare alors qu'il n'y a qu'une seule vérité et que les envoyés ne sont pas venus négocier, mais plutôt secourir Wenming. Wixin est choqué par la révélation et réalise que le plan des barbares est réellement très terrifiant. L'impératrice appelle Zhuo Yu qui apparaît promptement et se met à sa disposition pour exécuter ses ordres. Wixin s'enquiert des envoyés et Zhuo Yu l'informe qu'ils n'ont pas suivi le protocole et ne se sont pas rendus au palais. Zhuo Yu révèle que les 3 envoyés de l'Alliance du Nord se sont détournés vers la maison Qiongwa et non vers le palais. Huixin et Sissi sont surprises et choquées d'entendre que les envoyés sont allés à la maison Qiongwa. Sissi comprend alors tout et ses yeux brillent avec la perception de la vérité derrière les événements. Elle demande d'aller à la maison Qiongwa, car la vérité les y attend, et la scène change pour ce lieu. Wenming arrive à la maison Qiongwa et est accueilli par quelques femmes qui le saluent avec joie. Il est mal à l'aise avec la réception, et les femmes demandent pourquoi tant de hâte et l'invitent à rester. Le jeune homme pense que peu importe combien de fois il vient là, l'endroit est toujours trop pour lui. Soudain, une voix demande à qui est responsable et ordonne aux responsables d'apparaître immédiatement. 3 hommes grands et forts entrent dans les lieux et ordonnent à tout le monde de s'écarter pour leur passage. L'envoyé barbare bâtard commente que c'est la légendaire maison Qiongwa et semble très impressionné. Une dame dit aux messieurs de demander ce dont ils ont besoin, et l'un d'eux ordonne d'amener les plus belles filles. La dame accepte et dit qu'elle s'occupera de tout et les invite à entrer et à profiter de leur lieu. Elle chuchote alors à une jeune femme que les types ont l'air dégoûtants et de préparer Dao et d'informer les officiels. Le barbare à haut bout rappelle à Baatar de ne pas oublier la raison de leur présence, car ce n'est pas un voyage de plaisir. Baatar aperçoit une jeune femme et la regarde avec intérêt, tandis que les autres femmes sont effrayées par leur présence. Il saisit la jeune femme et dit qu'elle a l'air décente et de venir avec lui, et elle lui demande d'attendre. Wenming observe la scène et pense que la façon dont ils sont habillés les identifie définitivement comme des Nordiques. L'un des barbares le regarde et lui demande ce qu'il regarde et s'il veut perdre un œil par hasard. Le barbare déclare alors que les hommes de la dynastie Wu sont tous des lâches, et Wenming reste silencieux. Wenming réfléchit qu'il pensait qu'ils étaient des envoyés et pourrait les utiliser pour en savoir plus sur son père, mais ils agissent comme des bandits. Soudain, il sent quelque chose d'étrange. Et un champignon souriant apparaît dans son esprit, indiquant l'effet du poison. L'eunuque Ai observe Wenming courir et pense que c'est pour cela qu'il a agi étrangement et que le manuel est là. Wenming crie à l'aide à Liu Ruyan et dit qu'il n'en peut plus tandis qu'il court désespérément à travers le lieu. Il court dans un couloir et heurte soudainement quelqu'un avec force et les deux tombent par terre ensemble. La femme blonde se plaint et Wenming a le visage dans son buste tandis que les deux sont tombés par terre. Les deux tombent par terre dans une position compromettante, Wenming par-dessus la femme blonde et effrayée. La femme demande quel est son problème et s'il ne sait pas où il regarde, et il demande comment il le saurait. Elle lui ordonne de descendre d'elle avec colère, et semble très irritée par toute la situation. La blonde le menace alors en disant de contrôler sa 3e jambe, ou elle le transformera en un véritable eunuque. Wenming se lève alors et dit qu'il ne veut pas discuter de cela maintenant, et la femme blonde le regarde, confuse. Il remet la carte de défense impériale et demande désespérément l'antidote car il est sur le point d'exploser. Elle offre une pilule et lui dit de la prendre rapidement et de tout raconter ensuite sur ce qui se passe à l'intérieur du palais. Le jeune homme pense, soulagé, qu'il cessera enfin d'être le jouet de cette sorcière et tend la main vers le remède. Soudain, l'antidote s'envole de sa main lorsque la porte s'ouvre brusquement et il est choqué. Wenming panique en voyant son précieux antidote s'envoler et ses yeux s'écarquillent de pure frayeur. Il regarde la porte et voit la blonde toujours étendue par terre tandis que la porte s'ouvre, révélant des visiteurs inattendus. Les 3 barbares entrent dans la pièce et l'un d'eux demande si elle est la plus belle fille de la maison Qiongwa. Le chef barbare commente que les plaines centrales ont vraiment de très belles femmes et veut y jeter un bon coup d'œil. La blonde feint l'incompréhension et demande s'ils sont des invités, disant qu'envahir ainsi soudainement effraie une fille. La dame de la maison surgit et dit à Ruyan de bien traiter les hommes, car ils sont de grands dépensiers et paient bien. Ruyan pense, irrité, à la vieille Cupide et se demande pourquoi cela devait lui arriver juste maintenant. Rapidement, elle pense qu'ils ne peuvent pas voir la carte de défense et donne un coup de pied au parchemin et à l'antidote pour les éloigner. Wenming crie désespérément à Liu Ruyan, car elle a donné un coup de pied à son antidote avec l'importante carte. Ruyan se lève alors et invite les messieurs à entrer d'abord et à profiter tranquillement d'une boisson. Soudain, les barbares entendent un bruit étrange et regardent Ruyan, confus, essayant de comprendre ce qui s'est passé. L'un des hommes demande ce qu'était ce son sous le lit, et Ruyan, nerveuse, répond que c'était peut-être un rat. Pendant ce temps, Wenming est recroquevillé sous le lit et pense que, heureusement, il est flexible et ne sera pas attrapé. Ruyan lui chuchote de ne pas bouger d'un muscle ou il mourra, et il pense qu'il ne serait pas là si elle n'avait pas donné de coup de pied. Elle se demande irritée pourquoi les problèmes suivent toujours ce jeune homme, et pense que s'il n'était pas son seul informateur. Ruyan offre une danse ou un massage aux messieurs, et l'un d'eux lui demande de danser d'abord pour eux. Soudain, la scène se concentre sur le bas d'une porte fermée,
et quelque chose semble se passer à proximité. Un œil observateur jette un coup d'œil sous la porte avec beaucoup d'attention et semble chercher quelque chose. L'eunuque Hai commente alors qu'il soupçonnait que la technique et les pilules du clan Wen y étaient cachées. Pendant ce temps, Wen Ming tend la main sous le lit, essayant d'atteindre le parchemin et l'antidote par terre. Il pense, déterminé, qu'il doit attraper les objets et qu'il est presque en train d'y parvenir. Encore un petit effort. Soudain, l'un des barbares crie furieusement à la femme blonde et semble avoir perçu quelque chose d'étrange. Ruyan et Wen Ming sont choqués et surpris par le cri soudain du barbare et ne comprennent pas la raison. L'homme interroge Ruyan sur ce qu'elle dit et pourquoi elle les traite comme des idiots présents. Il l'accuse d'avoir envoyé quelqu'un pour les espionner et désigne la porte, furieux de toute la situation. Ruyan est complètement confuse et ne comprend rien de ce dont le barbare l'accuse sur le champ. Le barbare crie au lâche de la dynastie Wu de sortir de là, et l'eunuque Hai se lève lentement. Soudain, la porte est défoncée d'un coup de pied et frappe l'eunuque Hai en plein fouet, qui crie de douleur. L'eunuque Hai est projeté au loin par l'impact de la porte, et les barbares observent attentivement la scène. Déjà debout, il dit que puisqu'ils l'ont trouvé, il prendra ce qu'il est venu chercher par la force, sans hésiter. Il déclare que quelques clients ne l'empêcheront pas d'obtenir la régénération de ses membres, et les regarde fixement. Les barbares réalisent qu'il est un artiste martial de 8e niveau et un possible assassin de la dynastie Wu. Les hommes du Nord se préparent au combat et se mettent en alerte maximale contre le nouvel ennemi puissant. L'eunuque Hai avance rapidement et réussit à attraper le parchemin et l'antidote qui était par terre. Avec un regard satisfait, il tient le parchemin et dit qu'il a finalement réussi à attraper ce qu'il voulait tant. Le barbare le confronte et lui demande s'il pense pouvoir simplement envahir et fuir, sous-estimant le guerrier du Nord. Avec un regard de pure fureur, l'eunuque Hai crie simplement à l'ennemi de mourir rapidement et le combat reprend. Alors les deux entament un échange de coups intenses et très rapides, montrant leur compétence martiale au combat. Sous le lit, Wen Ming se demande quel genre de spectacle bizarre est-ce là et pourquoi tout le monde veut son antidote. Sur ce, l'eunuque Hai concentre une énergie sombre et puissante dans sa main, préparant un coup spécial et puissant. L'eunuque frappe Bahatar à la poitrine avec le coup sombre, et le barbare ressent une douleur, tandis que les objets volent en l'air. Regardant vers le haut, l'eunuque Hai s'exclame qu'il a attrapé les objets tout en essayant de les saisir rapidement en l'air avant qu'ils ne tombent. De manière inattendue, l'autre barbare, Aobu, attaque l'eunuque Hai par surprise, le prenant au dépourvu au milieu de l'action. Aobu assène alors un coup de poing puissant à l'eunuque Hai, tout en l'insultant, le traitant de vieux bâtard sans pitié. Même en sentant l'impact du coup, l'eunuque Hai maintient une expression déterminée sur son visage en sueur et fatigué. Ensuite, Aobu réussit à faire tomber l'eunuque Hai avec une balayette, et Ruyan observe la scène, surprise en arrière-plan. Le barbare Aobu claque la langue, montrant son irritation face à la persistance de l'eunuque dans le combat difficile. Soudain, Wen Ming voit l'antidote et le parchemin tomber près de lui et se réjouit, heureux, en disant qu'il est de retour. Batar commente les compétences et les mains rapides du vieil homme et s'interroge sur la conversation concernant la régénération des membres. L'eunuque répond que ces idiots ne comprendraient pas, car sa souffrance dépasse leur imagination et est profonde. Il utilise alors sa technique illimitée Ciel-Terre et une énergie puissante repousse tous ceux qui l'entourent avec force. Touché par la technique, Ruyan crie, choqué, et demande pourquoi il l'attaque aussi sans raison. Sous l'impact du coup, Ruyan ressent une forte douleur et finit par cracher un peu à cause de la force de la technique utilisée. L'eunuque Hai pense en lui-même que ce mouvement est très épuisant et qu'il ne peut pas rester là plus longtemps. Épuisé, l'eunuque Hai finit par laisser tomber le parchemin par terre, tandis que Wen Ming et Ruyan observent attentivement la scène. Les barbares jurent, irrités, et le troisième d'entre eux dégaine une épée, prêt à continuer le combat intense. L'eunuque Hai rit bruyamment et dit que personne ne peut l'arrêter maintenant, tandis qu'il saute pour fuir rapidement les lieux. Le barbare à l'épée crie qu'il ne peut pas simplement se croire fort et fuir, et le poursuit rapidement. Ruyan se demande, choqué, d'où il a tiré cette épée et observe la scène, la bouche encore ensanglantée. L'eunuque Hai utilise un coup d'épée appelé taille de la lune croissante, et le barbare crie de douleur en étant touché. Aobu dit qu'il est très blessé, et qu'avec le jeu de jambes de Batar, il devrait pouvoir l'attraper, et Batar est d'accord. Soudain, Sissi apparaît, criant furieusement, et demande comment ils osent faire cela en plein jour. Wu-Xin surgit avec ses gardes et Sissi, et demande quel manque de vergogne c'est d'attaquer des gens en plein jour. Pendant ce temps, Ruyan, étendu par terre, se demande ce qui ne va pas avec tout le monde, et se plaint qu'on lui a volé sa carte. Soudain, Wen Ming l'attrape par derrière, et elle sursaute au contact inattendu de sa part à ce moment-là. Wen Ming la tient fermement, et elle crie effrayée sans comprendre ce qui arrive au jeune homme. Elle réalise que c'est Wen Ming et se demande si le poison fait effet sur lui maintenant, et il semble perturbé. Bahata reconnaît l'impératrice Wu-Xin et est surpris par son apparition soudaine sur les lieux de la confusion. Aobu avertit Batar de rester attentif, car l'assassin pourrait avoir été envoyé par elle pour les attaquer. Wu-Xin marche alors élégamment en direction des barbares, qui l'observent avec beaucoup de méfiance et de prudence.
Les barbares sont choqués et se demandent quand elle a réussi à arriver derrière eux sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Wuxin ordonne à tous les gardes martiaux d'encercler la maison Kyongwa et de ne laisser s'échapper aucune mouche. Les gardes répondent à l'unisson « Oui, madame » et se préparent à exécuter immédiatement les ordres de l'impératrice. Sissi commente qu'ils font beaucoup de bruit et Wuxin dit que l'important est de trouver des preuves contre Wen Ming. Soudain, Baatar leur crie de s'arrêter là et les deux femmes le regardent, surprises et confuses. Baatar demande confus ce qui se passe et si elles ne sont pas venues pour les arrêter, après tout. Wuxin se demande s'il y a encore un sauvage par là. Et Sissi remarque la blessure à la tête de l'énorme barbare. Sissi explique qu'ils sont des envoyés barbares et ne sait pas avec qui ils se battaient, et Wuxin dit qu'elle ne le remarquerait pas. Wuxin dit qu'elle n'a pas de temps pour eux et ordonne aux gardes de les escorter au palais. Et les barbares sont choqués. Baatar pense, furieux, comment la femme ose les humilier ainsi, et envisage d'avancer leur plan sur le champ. Soudain, Aobu pose la main sur l'épaule de Baatar pour le calmer et l'empêcher d'agir de manière précipitée. Aobu rappelle à Baatar que l'impératrice est une guerrière de 9e niveau et de ne pas agir imprudemment. Baatar marmonne et accepte d'aller avec les gardes tout en les regardant avec dédain et beaucoup de colère contenue. Sissi observe les barbares partir et reste silencieuse, pensive sur les récents événements. Sissi avertit Wuxin de faire attention car ils ont attaqué en plein jour et pourraient être avec Wen Ming. Sissi demande pourquoi elle ne les a pas arrêtés et Wuxin répond avec une expression sérieuse et très déterminée. Wuxin déclare avec confiance que l'intention meurtrière d'une fourmi ne signifie rien pour un dragon puissant. Sissi est émerveillée par les paroles de Wuxin et l'admire, les yeux brillants de pure excitation. Wuxin dit qu'ils sont là pour Wen Ming et que les gardes surveillent les brutes au palais et Sissi accepte avec enthousiasme. À l'intérieur de la maison Kyongwa, Sissi ordonne aux gardes martiaux de faire sortir tout le monde immédiatement. Sissi ordonne de fouiller chaque pièce et de ne laisser aucun coin sans vérification pour trouver ce qu'ils cherchent. Wuxin saute avec agilité à l'étage supérieur de la maison Kyongwa, démontrant sa grande habileté martiale. Avec un regard déterminé, Wuxin pense que Wen Ming ne doit pas la décevoir et espère trouver quelque chose d'utile. Pendant ce temps, Wen Ming se sent étrange et demande ce qui lui arrive, car il ne se sent pas bien. Soudain, il se réveille dans un lit et réalise que le poison a dû faire effet et qu'il a fini par s'évanouir. Wen Ming crie d'attendre et sent à nouveau le poison faire effet, et devient très désespéré. Il tire le drap avec force et réalise qu'il est nu, et se demande ce qui s'est passé. Soulagé, il pense que heureusement son petit Wen Ming est toujours intact et soupire tranquillement dans le lit. Soudain, il sent quelque chose d'étrange et se demande, confus, quel est ce sentiment qu'il ressent. Il serre alors le drap avec force et semble sentir quelque chose d'inhabituel sous lui. Avec une expression de surprise, il regarde en bas et semble avoir trouvé quelque chose d'inattendu dans le lit. Il tire le drap et trouve Ruyan dessous, et elle le regarde avec beaucoup de colère et de honte. Wen Ming sourit, tonneau à la femme blonde, et elle semble très irritée par toute la situation. Ruyan le regarde furieusement, et il soulève un peu plus le drap pour mieux voir la scène choquante. Wen Ming crie que rien de tout cela n'est juste, et Ruyan l'accuse d'avoir fait quelque chose et de faire semblant que rien ne s'est passé. Ruyan pense, indigné, qu'elle est la sainte de la secte du Lotus Céleste et qu'elle a fini par s'impliquer avec un faux eunuque. Wen Ming dit qu'il n'avait pas le choix car elle est plus forte, et même droguée, il n'aurait pas pu la dominer de quelque manière que ce soit. Elle déclare que personne dans la secte ne peut savoir cela et que le faux eunuque doit mourir pour son secret. Wen Ming la regarde, surpris, et semble choqué par sa déclaration et ce qu'elle a l'intention de faire. Soudain, il lui saisit le bras avec force et elle crie, effrayée par l'action inattendue du jeune homme. Il lui demande ce qu'elle a voulu dire et dit qu'il est sûr de l'avoir entendu penser à le tuer. Ruyan est choqué et se demande s'il peut entendre ses pensées et si les légendes de la sainte sont réelles. Wen Ming lui demande d'expliquer les légendes et elle pense qu'il a vraiment eu beaucoup de chance cette fois. Ruyan explique que la sainte cultive une technique où le pouvoir est partagé et les cœurs se connectent. Wen Ming comprend pourquoi il se sent plus fort et demande s'il a pris son pouvoir et une aura l'enveloppe. Avec un sourire confiant, Wen Ming pense qu'avec cette force en main, rien ne pourra l'arrêter dans la capitale maintenant. Il prend rapidement ses vêtements et Ruyan le regarde, surprise par l'action soudaine du jeune homme. Wen Ming déclare qu'il se joindra à la rébellion de son père et sort en courant tandis que Ruyan lui crie de s'arrêter. Ruyan crie, furieuse, qu'il ne partira pas comme ça et qu'il ne peut pas simplement avoir quelque chose avec elle et s'enfuir. Soudain, Wen Ming ressent une douleur aiguë au pied et Ruyan le regarde avec un air sérieux et très irrité. Il crie de douleur et demande pourquoi son pied lui fait si mal, et elle dit qu'il ne peut pas prendre le pouvoir sans conséquence. Ruyan explique que maintenant que sa force est à lui, il est responsable de compléter sa mission d'infiltration. Wen Ming la regarde avec un sourire et demande ce qui se passera s'il dit simplement non à sa proposition. Rapidement, Ruyan prend une dague qui était à proximité et semble prête à l'utiliser si nécessaire. Avec un regard menaçant, elle tient la dague et dit qu'elle s'assurera alors qu'ils finissent ensemble. Wen Ming est choqué par sa menace et réalise que la situation est devenue beaucoup plus sérieuse qu'il ne l'imaginait. Ruyan dit que si elle perd sa pureté et échoue à la mission de la secte, un seul destin l'attend, et c'est la fin.
Elle menace que s'ils ne l'aident pas à espionner au palais, alors ils peuvent très bien finir ensemble maintenant. Wen Ming lui dit d'utiliser son cerveau et que s'il retrouve son père, son objectif de renverser la dynastie sera complet. Ruyan insiste pour qu'il continue d'espionner au palais et Wen Ming demande, irrité, pour quelle raison il ferait cela. Elle explique qu'aider le marquis à devenir empereur, c'est juste échanger un tyran contre un autre et qu'ils veulent l'égalité. Soudain, ils entendent des gardes à l'extérieur et Wen Ming se tend à leur approche. Les gardes disent que c'est la dernière chambre et que les envoyés du Nord y sont entrés, et Sisi acquiesce de la tête. Sisi remarque que personne ne répond et conclut que Wen Ming doit être là, caché d'eux en ce moment même. Sisi ordonne aux gardes d'encercler la chambre et de bloquer toutes les sorties, et ils acceptent promptement. Les gardes s'approchent de la chambre d'un pas ferme et déterminé, prêts à exécuter les ordres reçus. Dehors, les gardes s'alignent devant la porte et attendent l'ordre d'envahir les lieux. Les gardes à l'extérieur se préparent, lancent à la main et attendent les ordres pour avancer. Un petit rat sort d'un trou dans le sol et fait des bruits étranges, attirant l'attention d'un garde. Sisi utilise alors une bûche pour défoncer le mur de la chambre et le garde observe la scène, surpris. Le rat observe le trou dans le mur et semble confus par le bruit soudain et la destruction des lieux. Sisi sourit avec un regard malicieux et dit à Wen Ming qu'elle veut voir comment il leur échappera cette fois. Wixin demande à Sisi si c'est réellement la dernière chambre et elle confirme que oui, absolument. Sisi défonce alors la porte d'un coup de pied et annonce l'inspection des gardes martiaux à tous ceux qui sont à l'intérieur de la chambre. De l'intérieur de la chambre, une voix crie, surprise par l'invasion soudaine des gardes et de l'impératrice. L'ombre de Ruyan apparaît derrière un paravent, et elle s'excuse de la façon dont elle est habillée en ce moment. Wexin ordonne de fouiller minutieusement la chambre, et Sisi accepte promptement l'ordre de l'impératrice Wexin. Wexin demande à Ruyan si elle a vu Wen Ming, et la jeune femme répond qu'elle ne l'a pas vu par là récemment. Ruyan demande si Sa Majesté désire autre chose, et Sisi la regarde, pensive et méfiante envers la jeune femme. Sisi s'approche de Ruyan et demande ce qu'elle fait là, et la regarde avec beaucoup de méfiance. Avec un regard déterminé, Sisi dit que son lit semble suspect et qu'elle va vérifier immédiatement les lieux. Sisi trouve quelques sous-vêtements sur le lit de Ruyan et est surprise par ce qu'elle a trouvé là dans la chambre. Ruyan offre les pièces à Sisi et dit qu'elle peut lui en donner quelques-unes, et Sisi refuse, irritée par l'offre. Sisi prend une des pièces et se plaint que ses vêtements sont trop posés, et est embarrassée par la situation. Sisi conclut que puisqu'il n'est pas sous le lit et connaissant les habitudes de Wen Ming, elle sait où chercher. Sisi déclare qu'il doit être caché dans le lit et plonge pour vérifier, mais Ruyan essaie de l'en empêcher. Elle regarde sous le lit et est surprise de ne trouver personne là, comme elle s'attendait à ce qu'il soit caché. Sisi se demande s'il n'y a personne là et est confuse car elle était sûre que Wen Ming serait caché. Sisi pense que, d'après ce qu'elle sait de lui, cela n'a pas de sens et que Wen Ming est caché au plafond. Wen Ming pense que heureusement il a absorbé la force de Ruyan, sinon il n'aurait jamais pu faire cela. Wixin dit que cela n'a pas de sens et qu'il doit y avoir un passage secret, et Sisi commence à chercher. Ruyan se plaint irrité à Sisi d'arrêter de jeter ses affaires partout pendant que l'autre cherche Wen Ming. Là, soudain, Sisi heurte quelque chose avec son épaule et ressent une légère douleur à cause de l'impact inattendu. Le lit tremble un peu et Wen Ming et Ruyan se regardent, préoccupés par le bruit qu'ils ont fait sans le vouloir. Wen Ming s'efforce de se tenir au mur et de ne pas tomber de là-haut et finir par être découvert par elle. Sisi entend un bruit étrange et demande ce que c'était, et Ruyan la regarde, nerveuse face à la situation. Wen Ming pense, désespérée qu'elles sont sur le point de le trouver, et Ruyan dit qu'elle le couvrira pour qu'il s'enfuit. Sisi suggère qu'il est peut-être caché sur le lit, et Ruyan rit nerveusement, essayant de tout dissimuler. Ruyan commence à secouer rapidement le drap pour essayer de cacher Wen Ming, qui est juste au-dessus d'elle. Sisi demande pourquoi elle secoue la couverture, et Ruyan dit que c'est sa préférée et qu'elle l'aime. Sisi le prévient de ne pas tenter de manigance, et Wen Ming, par terre, observe la scène, tendue et préoccupée. Sisi se plaint qu'il n'y a toujours personne là et que sa déduction géniale ne pouvait pas être erronée. Sisi s'irrite et dit à Ruyan de s'écarter car elle va briser le lit en morceaux pour le trouver. Ruyan et Wen Ming sont choqués par la déclaration de Sisi et ne savent pas quoi faire pour l'empêcher. Soudain, Wixin apparaît et dit à Sisi d'arrêter cela, car c'est suffisant pour le moment. Wixin dit que son père l'a averti de ne jamais endommager la propriété d'un citoyen par émotion, et Sisi la regarde. Wixin déclare qu'elles ont déjà fait assez de scènes et demande à Sisi de régler les dommages avec le propriétaire avant de partir. Sisi accepte et Wixin lui ordonne de mener l'escouade à l'extérieur tandis que Ruyan observe en silence. Wen Ming par terre pense, soulagé, qu'il semble être en sécurité pour le moment et soupire fatigué par la situation. Wixin regarde une dernière fois derrière elle, avant de sortir et semble pensive à propos de quelque chose d'important. Cette nuit-là, dans la résidence secrète du seigneur Hai, la scène change pour un lieu sombre et mystérieux. Un serviteur soigne les blessures du seigneur Hai, qui est assis sur une chaise, pensif et sérieux. Le seigneur Hai ouvre le parchemin et dit qu'il a finalement obtenu la technique secrète du clan Wen et sourit. Soudain, il est choqué en voyant le contenu du parchemin et son expression change pour une pure surprise. Il voit une carte du palais
et se demande comment c'est possible, car il s'attendait à la technique secrète. Le seigneur Hai frappe la table, furieux, et crie que ce n'est pas possible, car il devrait avoir la technique secrète. Le serviteur est effrayé par la colère du seigneur Hai, et le regarde, préoccupé par sa réaction. Le seigneur Hai remarque quelque chose d'étrange sur la carte et la regarde avec plus d'attention, essayant de comprendre ce que c'est. Il trouve un dessin du corps humain avec des points marqués et confus par cela sur le parchemin. Le seigneur Hai prend le dessin du corps et le compare avec la carte du palais, et est surpris par quelque chose. Il jette le dessin en l'air et semble avoir une révélation importante sur le contenu du parchemin. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il a maintenant tout compris et semble avoir déchiffré le secret de la carte. Il réalise que la carte est utilisée pour simuler le flux méridien du corps et est impressionné. Le seigneur Hai comprend que la porte est du palais, et le point Shanzhong et la tour ouest est le Qihai. Avec cette révélation, il touche quelques points de son corps et essaie de briser ses limites en utilisant la carte. Il prend la pilule secrète du clan Wen et se prépare à l'utiliser avec la carte du palais. Le seigneur Hai met la pilule sur sa langue et l'avale rapidement pour sentir ses effets sur son corps. Ses yeux s'écarquillent soudainement et il sent une vague de pouvoir parcourir son corps intensément. Il gémit de douleur et ressent une sensation mystérieuse et puissante, tandis que le yin et le yang s'harmonisent dans lui. Le serviteur crie que le nez du seigneur Hai saigne et il dit que c'est le vieux sang qui est purgé. Soudain, le seigneur Hai ressent une douleur intense et son nez saigne encore plus avec l'effet de la pilule. Il frappe le sol avec force et une énergie puissante explose autour de lui, tandis que le serviteur est effrayé. Le seigneur Hai se lève et dit de contempler la merveille d'utiliser le palais comme corps et la pilule comme clé. Soudain, il ressent une douleur lancinante et crache du sang, tandis que ses yeux saignent aussi beaucoup. Il est projeté en l'air par la force de l'énergie, et le serviteur observe la scène, choqué et préoccupé. Le seigneur Hai tombe lourdement par terre, et le serviteur court pour l'aider, demandant s'il va bien. Tombé par terre, il rit maniaquement et dit qu'il a finalement réussi à accomplir la percée qu'il désirait tant. Il déclare que dans 3 jours, il pourra régénérer ses membres et que tous ceux qui l'ont humilié paieront cher. Le seigneur Hai jure vengeance et dit que le banquet marquera le début de celle-ci et que bientôt, l'Empire sera à lui. Pendant ce temps, Ruyan s'assoit sur le lit et semble soulagé que la confusion soit enfin terminée. Ruyan dit qu'ils sont partis et que Wen Ming peut sortir, et il commente qu'ils sont connectés par l'esprit et le cœur. Wen Ming la remercie de sa gentillesse et dit qu'il l'épousera quand son père prendra leur capitale. Soudain, Ruyan lui tire l'oreille avec force, et il demande ce qui ne va pas avec elle. Ruyan le menace avec la dague et lui dit de continuer à espionner au palais, sinon il y aura des conséquences sérieuses. Wen Ming crie, effrayé, et lui demande de lâcher la dague, car il ne veut pas de problème avec elle maintenant. Wen Ming demande quelle est sa véritable mission et s'il doit s'infiltrer pour toujours dans le palais. Elle lui demande alors s'il a déjà entendu parler de la légende de la veine du dragon, de la dynastie Wu, et il semble confus. Ruyan explique que les ancêtres Wu ont scellé un vrai dragon, qui est devenu la veine, et avec son pouvoir, ils ont uni le continent. 100 ans plus tard, la dynastie est corrompue et le peuple souffre, mais la veine du dragon existe toujours et empêche une révolte. Sa mission est donc de trouver l'emplacement exact de cette veine et ensuite de la détruire complètement. Le jeune homme est choqué et pense en lui-même que toute cette histoire semble provenir d'un autre nuque. Ruyan ne comprend pas ce qu'il a voulu dire et il dissimule en se rappelant qu'elle peut lire ses pensées. La fille lui dit d'arrêter de se distraire et de se concentrer car il possède maintenant tout son pouvoir. Ruyan pointe sa poitrine et affirme qu'il est juste qu'il termine le travail et apporte la justice au peuple. Il soupire, résigné, et dit qu'il a compris la tâche de trouver cette fameuse veine du dragon pour elle. Soudain, elle rougit intensément et ajoute un de plus, de manière timide et un peu nerveuse. La jeune femme explique qu'après avoir passé la nuit ensemble, la marque du lotus céleste a été transférée sur son corps. Elle lui demande alors de vérifier attentivement pour ne pas être exposé pendant qu'il espionne. Wen Ming est complètement choqué à l'idée d'avoir une marque dans un endroit si étrange et inattendu. Il tire son propre pantalon pour vérifier cette marque, tandis que Ruyan détourne le regard, embarrassé. Une image d'un éléphant mignon avec la marque du lotus céleste surgit, et il dit « Très bien ». Wen Ming pense que si quelqu'un trouve par hasard cette marque, ce ne sera qu'un crime de plus à sa longue liste. Il soupire en se demandant pourquoi tant de choses insensées continuent de lui arriver, et elle l'appelle. Le jeune homme se retourne, curieux, et demande ce qu'il y a maintenant. Et elle, rougissante, lui demande de faire attention dans sa recherche. Wen Ming lui demande si elle s'inquiète pour lui, et elle crie que s'il meurt, elle meurt aussi, et lui ordonne de disparaître. Ruyan rougit de colère, traitant Wen Ming d'idiot, et dit qu'il n'a donc aucun sens du romantisme. Le jeune homme reste immobile près de la porte, semblant un peu pensif sur toute la situation. Wen Ming pense qu'elle est une femme stupide et qu'il peut aussi entendre facilement ses pensées. Cette nuit-là, à l'intérieur du palais impérial, la scène change alors pour une vue aérienne du lieu illuminé. Un garde bâille, somnole, tandis que quelque chose passe rapidement en volant près de lui, sans qu'il ne s'en aperçoive. Le jeune homme court, heureux, et pense qu'avoir des arts martiaux rend tout plus facile, y compris envahir le palais.
La voix de Ruyan l'avertit de ne pas être prétentieux et d'oublier sa mission tandis qu'il court à travers la forêt. La jeune femme au lit dit que trouver la veine ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il a 1 mois pour cela. Il se plaint qu'il est facile pour elle de parler car il ne sait même pas si la veine est dans la capitale ou à quoi elle ressemble. Wenming touche un mur et se demande si la veine du dragon pourrait y être cachée. Soigneusement, il ramasse une pierre par terre et l'observe un instant, semblant avoir une idée. Il jette la pierre dans un puits, pensant que c'est peut-être un endroit classique pour cacher des trésors. Caché entre des buissons, il pense que la veine pourrait même se trouver dans n'importe quel parterre de fleurs. Soudain, il voit 2 chats dans une position amusante et est surpris par la scène inattendue. Le chat noir lui saute dessus, et Wenming crie qu'il ne voulait pas interrompre car il n'aime même pas vraiment les chats. Sissi apparaît et pense que Wenming est très suspect, mais elle n'arrive jamais à le prendre en flagrant délit. Irritée, elle se plaint au chat d'arrêter de courir et dit qu'elle s'en souviendra plus tard. Wenming abandonne pour aujourd'hui et voit Sissi cachée, se demandant ce qu'elle fait là, si furtivement. Sissi l'observe et pense à découvrir ce qu'il manigance, tandis que le jeune homme décide de rentrer dormir. Elle se demande s'il ne fait que rentrer après tant de temps et s'il l'a remarqué cachée. En arrivant dans la chambre, il pense, soulagé, que la fille aux cheveux roses n'est pas là, mais Sissi le fusille du regard. Un bruit d'eau giclant sur le sol en pierre se fait entendre tandis que la scène se concentre sur le liquide. Peu après, Wenming se détend dans une baignoire en bois et soupire, soulagé, pour un moment de paix enfin. La voix de Ruyan surgit, demandant pourquoi il se repose déjà, alors qu'il a à peine cherché quelque chose. Elle dit que le palais est énorme et qu'il a déjà tout vérifié, et que le reste est interdit pour son statut. Il répond qu'il va s'en occuper à sa manière tandis que Sissi observe de l'extérieur, méfiante de la situation. Sissi pense qu'il manigance quelque chose et dit qu'il est temps de le prendre en flagrant délit. Petit Wen. Le jeune homme pense alors qu'il croit qu'elle y arrivera, mais pour plus d'efficacité, il lui donnera une motivation. Ruyan, avec une aiguille, dit que pour la mission de la secte sacrée, cette douleur n'est rien, et Wenming est effrayée. Elle se pique la main avec l'aiguille comme rappel, et il crie, désespéré, face à la scène. Dehors, Sissi se demande pourquoi tout est soudainement devenu si calme, et trouve la situation étrange. Soudain, Sissi finit par tomber dans la baignoire, et Wenming crie désespérément pour sa main. Les jambes de la fille volent en l'air, tandis qu'elle déséquilibre et tombe de manière maladroite dans l'eau. Les deux se retrouvent dans une situation très embarrassante dans la baignoire, ne sachant pas quoi faire. Wenming, irrité, se demande ce que cette folle fait là, dans sa baignoire en ce moment même. Sissi pense qu'il est totalement suspect et qu'il l'espionne au bain pour confirmer son identité. Le jeune homme se tend et pense qu'il ne peut pas la laisser remarquer quoi que ce soit d'inhabituel chez lui. Il tombe par terre, et Sissi, assise à proximité, semble embarrassée et un peu confuse par tout cela. Sissi, irritée, demande pourquoi Wenming l'a soudainement heurté de cette façon sans aucune explication. Il lui jette de l'eau, et demande pourquoi elle espionne le bain d'un garçon. Et Sissi crie effrayée. Sissi crie que ses yeux ont été pollués par l'eau du bain d'un eunuque, et Wenming pense à fuir rapidement. Furieuse, elle le traite de salaud et demande s'il essaie de s'échapper d'une manière ou d'une autre. Rapidement, Sissi attrape le pantalon de Wenming, l'empêchant de sortir, et il est surpris par son action. Il demande pourquoi elle tire son pantalon, et Sissi lui dit de ne pas penser à lui échapper. En pleurant, elle crie qu'elle ne le laissera pas la tromper à nouveau et semble très déterminée. Soudain, un champignon étrange avec un visage apparaît à l'endroit où elle tirait, et elle crie. Wenming est désespéré, pensant qu'il va encore mourir avec ça, et Sissi demande ce que c'est. La scène change ensuite pour la résidence de l'envoyé du Nord, montrant un lieu bien décoré et illuminé. Quelqu'un boit quelque chose dans un bol, et le son des gorgées résonne dans l'ambiance silencieux et tranquille. Un homme roux commande que les bâtiments de la dynastie Wu sont chics, mais que le vin y est très faible. Son compagnon dit qu'ils ne sont pas là pour boire, et le roux acquiesce, lui demandant de se détendre un peu. Le roux mentionne que l'impératrice est à la hauteur des rumeurs, que sa force est immense, et il doute du succès. L'autre homme le rassure en disant qu'ils ne sont pas les seuls à souhaiter sa fin. Curieux, le roux demande ce qu'il veut dire, et une énergie sombre surgit entre eux. Un sourire sinistre apparaît sur un visage enveloppé d'une aura sombre et mystérieuse à cet instant. Un homme aux longs cheveux sombres et au sourire malicieux surgit, enveloppé d'une énergie sinistre. Le chauve le reconnaît comme Monsieur Huang, subordonné du prince, et demande ce qui l'amène là. Wang loue sa rapidité à le sentir et dit que les guerriers des pâturages sont vifs comme des aigles. Il est venu rappeler que le prince a préparé des plans d'assassinat pour le banquet et espère que le Khan tiendra sa promesse. Le chauve répond naturellement et dit que tant que le prince cédera la région de Ganyun, le Khan maintiendra la paix. Avec un sourire, Wang dit que c'est exactement ce que le prince a l'intention de faire et semble satisfait. Il continue en disant qu'avec tout convenu, le prince attend avec impatience le spectacle au banquet et le chauve est d'accord. Wang disparaît dans une fumée sombre, laissant les deux hommes à nouveau seuls. Le roux commente que ces chiens Wu sont des menteurs et demande si le Khan fait confiance au prince. Le chauve répond que le Khan sait déjà ce qu'il soupçonne et qu'il complote aussi contre Wu. De retour au bain, Sissi demande ce que Wenming cache avec lui et le regarde méfiante. Elle l'attrape et il demande pourquoi elle le tient soudainement et semble effrayée.
Wenming pense, désespéré, que si cela est découvert, tout sera fini et qu'il doit improviser rapidement. Il dit qu'elle ne sait pas à quel point il est difficile de se frotter le dos au bain, et Sissi l'interroge à ce sujet. Pour faciliter les choses, il a combiné une serviette avec un bâton en bois, et appelle cela une brosse de bain autofrottante. Sissi rit et commande qu'il est doué pour inventer des choses pour sa convenance, et il dit que c'était de l'inspiration. Elle dit alors que c'est parfait, car elle allait se baigner, et demande la brosse empruntée avec un regard étrange. Wenming est nerveux et dit qu'il n'est pas hygiénique de partager et qu'il ne peut pas en faire une autre à temps maintenant. Sissi pense qu'il est à nouveau totalement méfiant et que cela correspond à sa mission d'avant. Soudain, elle semble avoir une idée brillante et ses yeux s'écarquillent avec une nouvelle perception. Elle conclut que le secret de sa mission doit être caché dans cette brosse et Wenming est terrifié. Sissi lui demande de lui donner la brosse pour qu'elle prenne son bain et le regarde avec beaucoup d'intensité. Wenming ne sait pas quoi dire, et Sissi demande ce qu'il cache avec ce regard. Il pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser à nouveau le même tour, et une lumière bleue surgit de ses doigts. Sissi se retourne, surprise par la lumière, et semble ne pas comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Soudain, Wenming utilise son énergie, et du sang gicle sur le visage de Sissi, qui crie, surprise par l'attaque. En gros plan, nous voyons le visage de la fille couvert de sang, tandis qu'elle crie désespérément de douleur. Le jeune homme regarde son propre bras ensanglanté tandis que Sissi est étendue par terre, paraissant inconsciente. Il pense que, heureusement, il a de l'énergie interne, sinon il n'aurait pas pu simuler autant de saignements. Avec un sourire, il pense qu'il a trompé la folle, mais se demande combien de sang il a déjà perdu jusqu'à présent. Pendant ce temps, la scène change pour la maison Kyonghwa, montrant un intérieur élégant et bien rangé. Une dame dit à Ruyan de se dépêcher car le chef Shen a spécifiquement demandé sa présence ce soir. La blonde assure à la mama qu'elle prendra très bien soin du chef Shen, qui sourit, satisfait de la réponse. Ruyan offre une boisson au chef Shen et il, avec un sourire, dit de lui permettre de rendre le geste. Soudain, le bras de la jeune femme commence à lui faire intensément mal, comme si quelque chose la piquait fortement. Elle crache alors la boisson au visage du chef Shen, et la dame observe la scène, choquée et surprise. La plus âgée réprimande Ruyan, qui se défend en disant que tout est de la faute de ce maudit eunuque. Le chef Shen, le visage mouillé, demande comment Ruyan savait qu'il aimait ce genre de choses, et elles sont stupéfaites. Au loin, Wenming éternue soudainement, sentant un frisson parcourir son corps à cet instant. Sissi est tombée, et le jeune homme, tout mouillé, a froid et remarque qu'elle a laissé tomber quelque chose par terre. Curieux, il ramasse un petit flacon rouge que la fille folle portait sur elle et l'analyse. Avec un sourire, il pense que le ciel ne l'a pas abandonné et qu'avec cela, il peut enfin renverser la situation. 3 jours plus tard, la scène nous mène à une imposante pagode, montrant la grandeur de la construction. Un officiel presse les serviteurs, disant que c'est un jour important pour la dynastie Wu, et tout le monde court. L'eunuque en chef prévient que quiconque commettra une erreur aujourd'hui le regrettera et qu'il ne sera indulgent avec personne. L'eunuque en chef observe Wenming, qui porte un plateau de nourriture, et le regarde avec curiosité. Le jeune homme mange du poulet et pense qu'il mange enfin quelque chose de décent après avoir été nourri de force par Sissi. L'eunuque en chef l'appelle Jewenzi, et Wenming sursaute à son apparition soudaine. Il dit à son parrain qu'il a fini de goûter les plats et qu'il va aider avec le banquet maintenant. Le plus âgé dit qu'il manque de serviteurs et lui demande d'aider d'abord, et Wenming accepte. Wenming porte un plateau tandis que l'eunuque en chef l'observe en silence, paraissant pensif. Secrètement, l'eunuque en chef verse un liquide vert dans un bol de soupe rempli de fruits de mer. 3 jours plus tôt, Wenming essaie de finir la brosse avant que Sissi ne se réveille, et elle marmonne à propos de sang. L'eunuque en chef ordonne d'apporter les plats pour sa majesté, et dit qu'il a déjà testé pour le poison. Avec un regard malicieux, il pense que l'empire du clan Wu sera à lui aujourd'hui, et sourit avec confiance. La scène change alors pour la salle de banquet du palais impérial, montrant un lieu grandiose et luxueux. Les invités du Nord sont assis, et l'homme roux boit quelque chose tandis que son compagnon observe sérieusement. Un officiel est assis à table avec son serviteur à côté, et tous deux semblent attendre quelque chose. Soudain, le serviteur voit Wenming et s'exclame son nom, surpris et un peu irrité par la vue. Le serviteur dit à son père que Wenming est là et veut le confronter devant l'impératrice maintenant. Le père lui ordonne de se taire car c'est un banquet diplomatique, et de garder les problèmes pour plus tard. Wenming pense qu'il n'a pas bien dormi à cause de Tao Sisi et Liu Ruyan, et se frotte les yeux, fatigué. Sissi l'observe et pense qu'il prévoit de rencontrer les barbares et promet de le prendre en flagrant délit cette fois. Soudain, Wenming sent un frisson parcourir sa colonne vertébrale et a une expression effrayée. Il se retourne rapidement mais ne voit personne et est confus par la sensation étrange qu'il a ressentie. Wenming se demande pourquoi il a senti un frisson dans le dos et si quelqu'un pense à lui. Ruyan apparaît en version chibi et dit que la sainteté pense à lui et l'accuse de flâner à nouveau. Il répond qu'il cherche mais n'a encore trouvé aucune piste sur cette fameuse veine du dragon. Irrité, Ruyan crie qu'elle s'en fiche et qu'il doit trouver une piste aujourd'hui où elle le dénoncera. Wenming marmonne et se demande s'il a offensé une déesse dans une vie passée car les filles le poursuivent. Il pense que, comme il le soupçonnait, elle fait un mouvement et Sissi l'observe de loin attentive.
Sissi pense qu'il les a trompés plusieurs fois, mais cette fois, elle va exposer ses affaires traîtresses. L'impératrice observe Sissi, qui suit Wenming, et semble un peu pensif face à la scène. Elle pense que Sissi observe toujours Wenming de près et se demande s'il y a quelque chose entre eux. L'eunuque en chef informe Sa Majesté que tout est prêt et que le banquet peut commencer, et elle accepte. Une annonce est faite que Sa Majesté est assise et que le banquet peut commencer, et des servantes entrent dans la salle. L'homme rourit, excité, et dit qu'il est enfin l'heure du banquet, car il avait envie des plats. Il mange un morceau de poulet et loue la cuisine, tandis que le ministre d'Érite l'observe, choqué. Le ministre d'Érite se plaint qu'ils sont des brutes sans manières, et son ancien supérieur est d'accord avec lui. Le chauve dit à Baatar qu'il est temps de suivre le plan et de coopérer, et il accepte en mangeant du poulet. Il se lève et dit qu'il a entendu parler des talents de Wu, et que le Khan présentera 3 énigmes aujourd'hui. L'impératrice, le ministre d'Érite et Wenming observent la scène avec des expressions différentes et curieuses. Un officiel s'interroge sur les énigmes barbares, et un autre dit qu'ils peuvent bien sûr y répondre facilement. L'homme roux demande si les ministres sont confiants et s'ils peuvent commencer avec les énigmes. L'impératrice, avec un regard sérieux, dit de les laisser venir, car la dynastie Wu ne craint pas les défis. L'homme chauve rit et demande à tout le monde d'écouter attentivement l'énigme qu'il va proposer maintenant. Il demande ce qu'est une montagne sans pierre, une rivière sans eau, une route vide et une ville sans habitants. Les officiels se demandent comment une montagne peut ne pas avoir de pierre, et si une telle chose existe réellement. Un officiel crie que c'est évident et que la réponse est un désert avec des dunes de sable sèche et sans vie. L'homme chauve sourit et dit que la réponse est fausse, laissant l'officiel surpris. Un autre officiel suggère que c'est une forêt, mais le chauve nie à nouveau, et la confusion augmente. Les officiels se demandent si une chose aussi étrange existe, et si les barbares ne font que jouer avec eux. Wenming observe la scène et pense en silence tandis que les autres restent confus par l'énigme. Il se souvient que c'est un casse-tête d'enfance, et que s'il ne se trompe pas, la réponse est une carte. Sissi apparaît soudainement et dit qu'elle était sur le point de le dire, et Wenming sursaute en la voyant. Elle le complimente pour être plus intelligent qu'il n'en a l'air et lui tape sur la tête de manière enjouée. L'homme chauve commente que la réputation de la dynastie Wu est exagérée s'ils ne peuvent pas résoudre une énigme simple. Le roux et le chauve échangent des regards, et le chauve répète que l'énigme est simple pour eux. Sissi crie alors que la réponse est une carte et pointe avec un sourire confiant pour que tout le monde voie. Les officiels sont choqués et se demandent qui est cette femme et qui l'a laissée entrer dans la salle. L'impératrice regarde Sissi avec une expression de surprise et un peu de curiosité dans le regard. L'homme chauve claque la langue, irrité par la réponse correcte donnée par la fille. Non, il admet qu'elle n'a pas tort et que la réponse est réellement une carte, et tout le monde est surpris. Sissi dit que le génie a encore frappé, et Wenming se plaint que c'était sa réponse et la remercie. Wenming pense que maintenant qu'elle a attiré l'attention de tous, c'est le moment parfait pour lui de s'échapper. L'homme chauve marmonne alors, irrité par la réponse correcte donnée par la fille dans la salle. Il leur dit de ne pas être prétentieux, car le Khan a encore 2 autres énigmes préparées pour eux. Sissi répond avec confiance qu'ils peuvent venir, car elle les écrasera aujourd'hui et les laissera sans voix. Avec un sourire, l'homme chauve espère qu'elle maintiendra cette confiance pour le prochain défi. Jeune dame. Il appelle alors Baatar, et le roux répond promptement qu'il a compris le message de son compagnon. Baatar montre un parchemin à la fille et dit que la 2e question y est écrite. Sissi regarde le papier avec une expression choquée, et une goutte de sueur coule sur son visage. Le parchemin montre un défi avec des lettres étranges, et Sissi se plaint qu'elle ressemble à des gribouillis confus. Les officiels curieux s'approchent de la fille, voulant voir ce qui est écrit sur le papier mystérieux. L'un d'eux dit que cela ressemble à des gribouillis aléatoires, et un autre qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Un autre officiel trouve la structure étrange, mais dit qu'il va l'étudier pour essayer de découvrir la réponse. Le chauve rit bruyamment et demande ce qui ne va pas, et si la dynastie Wu ne peut pas comprendre la question. La fille crie, irritée, demandant « Qui a dit cela ?» et assure qu'elle va déchiffrer le défi à coup sûr. Il lui dit alors de continuer et pense que c'est une énigme exotique qu'ils ne réussiront pas à résoudre. De loin, Wenming observe la scène confus et se demande ce qui arrive à tout le monde. Il réalise soudain que c'est de l'anglais et se demande depuis quand ces barbares savent l'anglais. Ruyan surgit et demande s'il reconnaît des écritures étrangères. Et le jeune homme crie dans son esprit, effrayé. Elle commente qu'il semble qu'il cache plus de secrets qu'elle ne le pensait, et il nie, nerveux. L'homme du Nord provoque Sissi pour qu'elle admette si elle ne peut pas, et elle lui ordonne de se taire, car elle réfléchit. La jeune femme regarde les symboles et pense que même la vieille folle ne lui a pas enseigné cela auparavant. Soudain, la jeune femme perçoit quelque chose, et son œil brille avec une nouvelle idée qui lui est venue à l'esprit. Elle crie alors à Wenming de revenir, tandis qu'il essaie de s'enfuir discrètement de la confusion. La fille le tire par le col et demande où il pense aller, et il se plaint effrayé. Elle dit qu'il a résolu le premier, alors il peut résoudre le second, et il dit que ce n'est pas comme ça. La jeune femme crie à l'impératrice que Wenming peut répondre, et il nie désespérément. Et
Le fils du ministre, en colère, dit qu'un simple eunuque n'a pas sa place pour parler dans cette salle. Son père suggère alors que, comme l'eunuque s'est porté volontaire, on le laisse essayer et qu'on le punisse s'il échoue. Sissi pense que si Wen Ming s'est allié aux barbares, ils l'aideront à répondre pour sauver Wu. L'impératrice demande alors si Wen Ming connaît réellement la réponse et il hésite, nerveux. Le rival rit et lui dit de s'agenouiller et d'implorer miséricorde s'il ne sait pas, et le jeune homme s'irrite. Wen Ming demande ce qui se passe s'il réussit, et le rival promet de l'appeler grand-père s'il y parvient. Le ministre avertit son fils qu'il est imprudent, mais il assure qu'il l'humiliera. Le protagoniste montre le parchemin et dit que c'est une écriture commune dans les régions occidentales du monde. Il révèle avec un sourire que cela s'appelle l'anglais, et tout le monde est surpris par l'information. Les officiels demandent ce qu'est l'anglais, et le rival ne croit pas que le jeune homme sache réellement. Wen Ming pense que, heureusement, il a étudié l'anglais dans sa vie passée, sinon il serait fichu maintenant. Il commence alors à traduire l'énigme qui est écrite sur le parchemin pour que tout le monde entende. Le jeune homme explique que c'est un casse-tête de mots et demande de lire attentivement l'énigme. Il pointe les mots sur le parchemin et révèle que la réponse est la lettre E en anglais. Les officiels se demandent quel genre de réponse est cela et accusent le jeune homme de simplement bluffer. Le rival crie à l'impératrice que Wen Ming cause le chaos et demande de le punir. L'homme roux est choqué et se demande comment un petit eunuque pourrait savoir tout cela. Le chauve confirme qu'il a raison et que la réponse est E, laissant le rival surpris et confus. Wen Ming sourit convaincu et pense que le fils de la famille Wen n'est pas aussi inutile qu'il l'imaginait. Il provoque alors le rival pour qu'il l'appelle correctement, et l'autre tremble de rage. Le père du rival dit qu'il a fait le pari et qu'il doit maintenant accepter les conséquences de ses actes. Le jeune rival transpire froidement et a une expression de désespoir et d'humiliation devant tout le monde. À contre-cœur, il appelle Wen Ming grand-père, et le protagoniste répond avec un sourire de bon garçon. Le père du rival est furieux et dit que maintenant les deux peuvent se lamenter ensemble comme petit-fils et fils. L'impératrice observe Wen Ming et se demande combien de secrets il cache encore à tout le monde. Elle mange un morceau de viande pensive, tout en observant la situation se dérouler dans la salle. L'eunuque en chef sourit avec satisfaction en voyant le déroulement des événements et le succès du jeune homme. Sissi pense que même avec une énigme folle, il a réussi à la résoudre et que Wu a des dragons cachés. L'homme roux dit que le jeune homme l'a impressionné et qu'il ne reste plus qu'une énigme des barbares. Il affirme que la question finale déterminera l'avenir entre les deux nations présentes. Avec un sourire confiant, le roux s'approche de l'impératrice avec une boîte à la main maintenant. Il dit qu'il doit présenter personnellement la dernière question à Sa Majesté à ce moment-là. Le barbare demande s'il peut présenter la question finale à l'impératrice, et elle l'observe. Les officiels crient impudent à l'approche de l'homme du nord de la figure de l'impératrice. Ils se plaignent qu'un simple barbare ose s'approcher de l'impératrice et qu'ils n'ont aucun décorum. Sissi désigne Wen Ming et dit que Sa Majesté n'a pas à s'inquiéter car il peut résoudre. Le jeune homme, surpris, demande comment il pourrait voler la vedette à l'impératrice et elle dit que c'est un honneur. La souveraine dit que ce n'est qu'une question et lui permet de la présenter calmement. Wen Ming pense que quelque chose est étrange et que toute cette situation semble trop exagérée. Il se demande pourquoi tant d'efforts pour une simple énigme et observe le barbare de dos. Ruyan demande pourquoi cet homme a une attention hostile, et le protagoniste est confus. Et elle explique que des années à errer dans le Jianghu rendent cela évident pour quiconque a beaucoup vécu. La blonde dit que les yeux du barbare brillaient d'une intention dangereuse, et qu'il aurait dû le remarquer. Wen Ming est choqué en percevant l'aura menaçante venant de l'homme du Nord à cet instant. Il se demande si sa chair est en danger, mais Ruyan le rassure sur sa force. La blonde lui conseille de se préoccuper davantage de lui-même, et de ne pas être pris dans les tirs croisés. Le jeune homme demande si elle s'inquiète, et Ruyan nie, disant qu'elle craint de ne pas trouver la veine du dragon. L'impératrice dit de voir quel genre d'énigme c'est, et le barbare montre la boîte. Avec un sourire sinistre, l'homme du Nord demande à Sa Majesté de jeter un coup d'œil au contenu. Il ouvre la boîte, révélant une dague, et fonce sur l'impératrice avec des intentions claires. Le barbare crie « Pour la gloire du Khan !» et tente d'attaquer la souveraine, avec la dague à la main. Wen Ming crie choqué que c'est un attentat, et Ruyan dit qu'elle l'avait déjà prévenu. Sissi crie de protéger Sa Majesté et tout le monde panique face à l'attaque soudaine. L'homme chauve-souris et dit qu'il ne laissera personne interférer dans cette opportunité unique. Il lance des bombes fumigènes dans la salle et un grand nuage de poussière recouvre tout le lieu. Wen Ming tousse à cause de la fumée et pense que les barbares sont venus bien préparés. L'impératrice fait face à l'attaque et demande s'il pense réellement qu'un attentat bon marché fonctionnerait. Ses yeux s'écarquillent de choc en réalisant que quelque chose ne va pas avec son corps soudainement. Le barbare réussit à blesser le bras de l'impératrice avec la dague, et elle recule, surprise. La souveraine saute en arrière, esquivant le coup, mais l'homme du Nord l'observe avec un sourire. Elle sent sa tête tourner et ses membres s'engourdir, et réalise que quelque chose ne va vraiment pas. Le roux demande comment elle a réussi à esquiver même dans ces conditions et critique le poison du Seigneur.
L'eunuque en chef sourit et dit qu'elle est une cultivatrice de 7e degré et que ce ne serait pas facile. L'impératrice regarde son bras blessé et réalise que c'est la nourriture qui l'a empoisonné avant. Elle regarde Ai Gong et demande pourquoi il s'allierait aux barbares après tout. L'eunuque en chef sourit et demande si elle l'a réellement bien traité, et le ministre déride tous. Il crie que si la dynastie Wu l'avait bien traité, il ne serait pas devenu un eunuque. Le barbare dit d'arrêter de parler et d'en finir avec elle, et l'eunuque accepte, irrité. Les deux traîtres avancent contre l'impératrice, et elle les traite de traîtres avec colère. La souveraine lutte courageusement contre les deux hommes, mais est clairement en désavantage maintenant. L'eunuque en chef lui dit d'économiser ses forces, car plus elle fait circuler d'énergie, plus vite le poison agit. L'impératrice a du mal à respirer et pense qu'elle ne tiendra pas longtemps ainsi. Elle continue de lutter de toutes ses forces, mais le poison l'affaiblit de plus en plus. Le barbare est surpris et demande comment elle lutte encore même en étant empoisonnée. Il crie alors qu'elle reçoive le prochain coup et avance avec la dague, prêt à attaquer. Wen Ming se demande si sa petite impératrice est réellement empoisonnée et s'il va rester là, immobile. Il serre les poings, déterminé à agir et à ne laisser rien lui arriver. Soudain, le rival de Wen Ming surgit et attrape en l'air l'aiguille qui allait atteindre l'impératrice. Il dit que le gaz toxique et les aiguilles ne sont rien pour lui, car il a l'immunité et l'habileté. Le jeune homme affirme que s'ils veulent blesser sa majesté, ils devront passer par lui, Ji Ajandao. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, il reçoit un puissant coup de poing au visage et est projeté au loin. Le barbare rit et dit que les faibles de la dynastie Wu ne font qu'aboyer, mais ne mordent pas vraiment. Il ramasse alors la dague par terre, prêt à attaquer à nouveau l'impératrice sans hésiter. Avec un sourire malicieux, l'homme du Nord dit que c'est maintenant son tour, et la regarde froidement. Soudain, Sissi surgit et crie « Traître !» en avançant contre le barbare avec fureur dans les yeux. Elle assène un coup de pied puissant au visage de l'homme du Nord et le projette au loin. L'eunuque en chef observe la fille et dit qu'elle se surcite beaucoup trop dans ce combat. Il essaie d'attraper Sissi, mais elle esquive habilement l'attaque de l'eunuque avec agilité. La fille réussit à se libérer de l'emprise de l'eunuque, mais il lui sourit avec méchanceté. Soudain, Sissi perçoit une énergie sombre venant de la main de l'eunuque, et est surprise. L'eunuque en chef la frappe d'un coup puissant, et elle est projetée au loin sous l'impact violent. Sissi crache du sang et est projetée contre le mur par la force de l'attaque de l'eunuque. Wen Ming observe la scène, choqué par la force soudaine démontrée par l'eunuque en chef. L'eunuque rit et dit qu'il a eu une petite avancée récemment, et Sissi le regarde blessé. L'impératrice pense qu'elle ne peut pas se protéger et que si Sissi reste là, elle mourra pour rien. L'impératrice pense qu'elle doit tout donner pour gagner du temps pour que les autres s'échappent. Elle utilise une technique pour sceller le poison dans son corps et une aura violette l'enveloppe maintenant. La souveraine libère une vague d'énergie puissante qui repousse les ennemis et crée une ouverture. Elle dit qu'elle a scellé le poison de force mais que cela ne durera pas longtemps et ordonne à Sissi d'appeler les gardes. La fille s'inquiète pour sa majesté, mais elle dit que c'est un ordre et qu'il n'y a pas de temps pour les mets. L'impératrice, avec une expression sérieuse, dit que c'est un ordre et qu'elle doit obéir sans discuter. Elle regarde alors Wen Ming et demande à Sissi de l'emmener avec elle, loin de là. Les deux jeunes se regardent, surpris par l'ordre soudain de l'impératrice à ce moment-là. La souveraine dit qu'elle lui a nui de plusieurs manières et qu'elle veut maintenant seulement qu'il s'en sorte vivant. Sissi accepte à contre-cœur et regarde Wen Ming avec une expression déterminée et sérieuse. Elle saisit le bras du jeune homme et lui dit de venir avec elle immédiatement pour s'enfuir. L'homme chauve surgit et leur ordonne de s'arrêter là et les regarde avec un air menaçant. Il dit qu'il ne laissera pas appeler à l'aide et Sissi claque la langue irritée contre lui. La fille pense qu'elle ne peut pas vaincre ce type car il est trop fort pour elle maintenant. Soudain, l'impératrice surgit derrière le chauve et l'attaque par surprise. Elle assène un coup de pied puissant à l'homme du Nord et le projette au loin avec l'impact. La souveraine dit que c'est maintenant leur chance et ordonne à Sissi de partir avec Wen Ming. Sissi crie à Wen Ming de courir avec elle, mais il semble hésitant à quitter l'impératrice. Il dit qu'elle peut s'occuper seule des gardes car il a autre chose à faire. La fille le traite d'idiot et dit que s'il veut mourir, qu'il en soit ainsi, mais elle va fuir. Les deux hommes avancent contre l'impératrice, mais elle se prépare à les affronter avec détermination. Wen Ming observe le combat et refuse de laisser sa petite impératrice être vaincue de cette manière. Il serre les poings et décide qu'il ne peut pas permettre qu'elle soit éliminée aussi facilement. Le jeune homme demande de l'aide à Liu Ruyan pour vaincre l'eunuque et le barbare, mais elle s'interroge. Il explique que si elle meurt, l'Empire tombera dans le chaos et ils ne trouveront jamais la veine du dragon. Wen Ming suggère que s'ils l'aident, ils auront un laissez-passer au palais et la chance de chercher la veine. Ruyan nie que ce soit des sentiments pour elle et dit que ce n'est pas ridicule et qu'il ne doit pas se tromper. Elle accepte d'aider uniquement pour la veine du dragon et Wen Ming la remercie avec un sourire. Les traîtres se moquent de l'impératrice et disent qu'elle est épuisée et veulent voir combien de temps elle tiendra. La souveraine crie que même si elle meurt, elle les entraînera tous les deux avec elle, avec fureur dans les yeux. Elle libère une vague d'énergie violette puissante qui frappe les deux hommes de plein fouet. Le barbare est touché de plein fouet et se demande quel genre de monstre elle est pour avoir autant de pouvoir. L'impératrice tousse du sang épuisée après l'attaque, mais a réussi à blesser gravement l'ennemi.
L'eunuque en chef rit et dit que Sa Majesté est une artiste martiale puissante et qu'il l'admire. Il révèle que s'il n'avait pas atteint un nouveau royaume, il n'aurait aucune chance contre elle. L'impératrice perçoit la pression et se demande s'il est aussi de 9e niveau comme elle. L'eunuque déchire ses vêtements et dit qu'être eunuque est temporaire et qu'il va tout récupérer. Il crie que lorsqu'il maîtrisera la technique, le trône sera à lui et rit follement de ses plans. Soudain, une voix demande si un eunuque mort rêve d'être empereur, et l'eunuque est effrayé. Un poing enveloppé de flammes bleues surgit, prêt à attaquer l'eunuque en chef de plein fouet. Wen Ming surgit et assène un coup de poing puissant au visage de l'eunuque en chef, en criant qu'il meurt.